Eh bien, écoutez, bonjour à tous. On va maintenant démarrer ce webinaire. Merci, merci d'être aussi nombreux à avoir répondu à notre proposition de webinaire aujourd'hui. On va commencer par les habituelles présentations, vous expliquer pourquoi on a souhaité vous réunir aujourd'hui pour organiser ce webinaire spécifiquement sur la pêche professionnelle. Je vais commencer par me présenter. Je suis Rémi Veillat. Je suis le chargé de développement de Petra Maritima. On est une coopérative d'activité et d'emploi. Bon, je vais vous présenter plus en détail la coopérative et le projet Jeunes à bord. Mais rapidement, on s'occupe d'accompagner des créateurs d'entreprises dans l'économie bleue. Et on couvre différents domaines, dont un qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la pêche professionnelle, la pêche artisanale, sur lesquelles il y a de nombreuses perspectives en termes de création d'activités. C'est un métier traditionnel qui vieillit, mais dans lequel il reste il y a de nombreuses possibilités de changer. Les pêcheurs sont de plus en plus des gestionnaires du milieu marin. C'est une activité qui est très en phase avec son milieu. Hein. C'est principalement de la vente en direct et donc des produits locaux qu'on peut retrouver à proximité de chez soi. Et on avait à cœur, avec les différents partenaires du projet, de faire un focus pour vous témoigner, vous montrer les perspectives qu'il y a, les enjeux, les défis qu'il y a à relever, et notamment les créations par la reprise de bateaux de professionnels dont nombreux sont à la retraite aujourd'hui et qui souhaitent accompagner des jeunes, des nouveaux venus à reprendre le flambeau. Ce webinaire, on l'a organisé avec Cité des métiers, notre partenaire, la Touline, Sabine qui est présente ici, et les partenaires du projet qui vont intervenir tout au long de cette matinée. On a 1h30, 2 heures à passer ensemble. Il y a le comité régional des pêches et des élevages marins PACA avec Aurélie Aradan qui présentera les caractéristiques de la pêche professionnelle. Et puis, il y a le président du comité départemental des pêches et des élevages marins du Var, Pierre Morera, avec Benoît Guérin aussi, qui sont les représentants de la pêche dans le département du Var. Et Pierre, particulièrement, est patron pêcheur depuis de nombreuses années, il se présentera et il est à l'origine de la réflexion qu'on a eue sur comment accompagner des repreneurs à rentrer dans la pêche sous forme de parrainage. Et Pierre est même candidat à transmettre ses savoir-faire, un de ses navires à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier. Donc voilà l'objectif de ce webinaire qu'on a décidé d'organiser aujourd'hui. On va commencer par vous expliquer un peu mieux ce que nous faisons nous. Je vais parler de Petra Maritima, je vais juste vous détailler un petit peu comment on fonctionne, mais surtout, c'est quoi le projet Jeunes à bord, qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur, quels sont les objectifs et comment cela va se passer. Je laisse, avant de commencer, je laisse mettre un mot à Sabine, qui nous a permis d'organiser ce webinaire avec la Cité des métiers, juste pour la remercier sincèrement de l'aide qu'elle nous a fournie aujourd'hui. J'ai oublié de citer aussi le Pôle emploi qui est parmi nous, qui nous a aidé à la diffusion de ce webinaire sur le thème de la création. Et je laisse Sabine juste présenter en 2 mots la Touline, les activités qu'elle fait avec la Cité des métiers. Oui, merci Rémi. Bonjour à tous et merci de votre attention. Donc Sabine Leroy, je suis chargée de mission à l'association La Touline pour l'antenne de Marseille. Donc on est une association répartie sur 2 territoires majoritairement, donc la Bretagne et la région sud. Et en fait, on propose un accompagnement vers les métiers de la mer pour toute personne qui souhaiterait s'orienter vers ces métiers-là. Elles peuvent venir nous voir pour obtenir des informations ou être accompagnées dans leur démarche. Donc pour toute filière confondue, donc ça va de la pêche au yachting, en passant par l'offshore, et pour les métiers aussi bien à terre qu'embarqués.
Pour ça, c'est très simple, il suffit de nous contacter. Je vous mettrai les coordonnées là dans le chat juste après. Et on a aussi une grosse mission qui est la promotion de ces filières pour les faire connaître. Et c'est pour ça que le webinaire qu'on fait ce matin, c'est dans ce cadre-là. Voilà, faire connaître un peu le secteur pêche et travailler en partenariat avec Rémi et Petra Maritima. Merci. Je reprends la parole. Donc, on va commencer par les présentations. À l'issue il va y avoir trois présentations. La mienne, celle du comité régional des pêches PACA, le témoignage de Pierre, et puis après, on fonctionnera par questions-réponses. Donc, on vous invite dans les interventions à écrire vos questions dans le chat, et puis on y répondra. On y répondra quand on aura fini de vous présenter tout le contexte de ce webinaire. Alors, on va lancer la technologie, on va partager mon écran. Que vous voyez bien à l'écran, que vous voyez bien la première slide de ma présentation. C'est bon. OK, parfait. Donc voilà, le projet, c'est bon. Dans le cadre de Petra Maritima. Donc, comme je vous ai expliqué, nous sommes une coopérative, on appelle ça une coopérative d'activité et d'emploi. Et notre cœur de métier, c'est d'accompagner des créateurs d'entreprises à créer leur entreprise pour faire une répétition. La particularité, c'est qu'on prend ces personnes sous couvert de la coopérative à travers un contrat d'État qui s'appelle le contrat d'appui au projet d'entreprise et ils ont des personnes qui les accompagnent. Du coup, ça me fait penser que j'ai oublié de présenter deux personnes importantes dans Petra, qui sont Marina Béraud et Louis Casa, qui sont mes collègues avec qui on travaille sur le développement de Petra Maritima. Et Maritima est spécialement dédié à l'économie bleue. C'est un pari que l'on a fait par rapport aux perspectives qu'il y a d'emploi, mais aussi d'innovation, d'activités durables à développer. Et c'est pour ça qu'on a créé cette filière-là au sein de la coopérative qui accompagne aussi d'autres secteurs, hein, le BTP, l'agriculture, les services à la personne. Et donc, Maritima spécialement a été créé pour tout ce qui est économie bleue. Et en plus de l'accompagnement classique que l'on fait des accompagnateurs de projets, on a toute une réflexion en termes de développement local pour mettre en place des projets structurants qui répondent à des problématiques qu'on peut rencontrer sur nos territoires. C'est pour ça qu'on a eu une réflexion avec les partenaires, les organisations professionnelles de la pêche pour se dire comment on pourrait répondre à ces enjeux de création d'activités dans la pêche artisanale, parce qu'il y en a. Il y a beaucoup de retraités qui souhaitent passer leur entreprise, mais c'est une activité qui est en évolution et il y avait besoin de conduire une démarche un peu partenariale avec l'ensemble des acteurs pour mener à bien ce projet-là. Donc, nous, on est implanté à Marseille, hein, dans le 15e arrondissement, dans une pépinière qui est le Carburateur. Et nous avons une implantation sur toute la région PACA, à Marseille, à Toulon, à Saint-Raphaël, à Nice. Ça, c'est les territoires de Louis qui est présent ici, qui s'occupe de l'accompagnement des porteurs de projets. Mais on a une couverture qui est beaucoup plus large, hein, puisqu'on intervient aussi en Corse, en Occitanie et dans les territoires d'outre-mer, en Guyane et en Guadeloupe. Et l'idée du projet Jeune à bord, je voulais un peu exprimer, c'est de mettre en place quelque chose qui est un peu innovant. On apprend à conduire un navire, on apprend à avoir des diplômes comme les capitaines de sang, les brevets d'aptitude au commandement des petits navires. Mais chez Normandcan, on dira qu'on avait analysé, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de système qui permet de mettre en relation quelqu'un qui veut rentrer avec un professionnel et qui puisse lui transmettre tous les savoirs. Beaucoup de choses sont connues sont de l'oralité. Hein, on n'apprend pas vraiment à pêcher dans les écoles, comment on cale un filet, quelle saison, etc. Après, Pierre en parlera beaucoup mieux que moi. Et du coup, l'idée, c'était de mettre en place un système de parrainage avec une structure comme la nôtre qui puisse accompagner des personnes qui veulent, des jeunes repreneurs,
rentrer dans le métier et tester l'activité pour se rendre compte si c'est leur passion, s'ils se sentent de devenir patron pêcheur et d'avoir toutes les conditions réunies pour que cela puisse se faire dans les meilleures conditions, en tout cas assurer une intégration et véritablement le développement de l'entreprise que la personne veut reprendre. Donc ce projet-là, on l'a développé dans le cadre des fonds européens des affaires maritimes et de la pêche, qui est conduit par ce qu'on appelle des groupes d'acteurs locaux de la pêche et de l'aquaculture. Aurélie, qui va intervenir juste après moi, pourra vous le présenter, puisqu'elle est chargée de mission de ce groupe-là. Et donc, il y a des moyens qui sont mis en place pour mettre en place ces projets de développement local. Et donc, ce projet-là, on l'a fait, c'est issu d'une réflexion territoriale avec le comité des pêches du Var, Benoît, Pierre, l'Union des couveuses, qui est notre fédération de coopératives d'activité et d'emploi, le pôle mer Méditerranée, qui nous a labellisé le projet, qui est un consortium le mot ne me revient pas, mais qui regroupe en fait tous les secteurs, toutes les entreprises, les organisations qui sont impliquées dans l'économie maritime et qui fait office de réseau, d'incubateurs, de développeurs, d'initiatives dans ce domaine-là. Et bien sûr, ce projet-là aussi, en relation avec les organismes chargés de l'emploi, de la création, comme la Cité des métiers, la Touline aussi, qui est partenaire privilégié du projet Jeunes à bord, et le Pôle emploi. C'est un projet expérimental qui a commencé en janvier 2020, qui se terminera en janvier 2022, parce que la pêche est un secteur réglementé et donc il y a eu toute une phase d'élaboration avec les affaires maritimes pour réunir toutes les conditions réglementaires pour permettre justement ce forme de parrainage innovant. Excusez-moi, un petit problème technique, je reprends. Et donc l'idée, pardon, voilà, excusez-moi. Voilà. Désolé. Et donc, ce parrainage-là, l'idée, c'est de se servir d'un contrat d'État, hein, qui est le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui est reconnu par l'État, qui est reconnu par le Pôle emploi, qui vous donne un statut de demandeur d'emploi qui est compatible avec le statut de demandeur d'emploi indemnisé. De se dire, c'est peut-être une bonne formule pour prendre un repreneur sous portage de la coopérative, de le mettre en relation avec un retraité volontaire et de l'accompagner le temps qu'il puisse tester cette activité, se former aux différents métiers, tout en l'accompagnant sur des modules des ateliers spécifiques, des modules de formation sur toutes les nouveautés nécessaires en termes de gestion, de communication, de marketing durable, en termes aussi de nouvelles activités de diversification. Vous savez, la pêche aujourd'hui est soumise à la problématique de la gestion de la ressource halieutique. Les pêcheurs sont directement liés au bon état de leur stock et donc des nouvelles techniques, des nouveaux savoirs se mettent en place en termes de transformation des produits, en termes de diversification des activités, notamment par le tourisme, sur une région où le tourisme est un vecteur économique important. Donc, des activités comme le pescatourisme se développent. Les pêcheurs font de la transformation, pas tous les pêcheurs font du pescatourisme, mais voilà, d'apporter aux personnes qui veulent rentrer toutes les informations, toutes les connaissances, leur donner toutes les attitudes à pouvoir être des vrais gestionnaires de leur activité par rapport aux enjeux de demain et donc de renforcer ses compétences par rapport à ces enjeux-là. Et donc le projet s'adresse à des jeunes, alors moins de 40 ans, comme vous pouvez voir, ça peut vous surprendre, mais tout simplement parce que l'âge moyen de la profession est assez élevé, hein, elle dépasse les 50 ans dans certains secteurs et moins de 40 ans, on dira, ça peut laisser, on considère ça comme une nouvelle personne qui rentre et sur lequel il y a de l'avenir pour lui sur 20-30 années d'activité dans ce secteur-là.
La condition particulière, c'est que pour rejoindre le projet, il faut que le candidat ait ses diplômes à jour en cours de validité, c'est-à-dire les capitaines de sang, les brevets d'aptitude au commandement des navires, valider des jours d'embarquement obligatoires. C'est pour l'instant une des limites que l'on a. C'est possible que ça évolue dans le temps. Beaucoup de réformes sont en cours à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est un projet expérimental qui est encadré par les affaires maritimes, où on a eu un peu des autorisations exceptionnelles pour pouvoir le conduire. Mais c'est la base sur laquelle on souhaite partir et c'était là-dessus qu'on voulait vous donner toutes les informations aujourd'hui pour susciter des vocations et faire en sorte que des candidats puissent se positionner, rejoindre le projet, se mettre en relation avec des retraités et se lancer dans l'activité. Je vous mets quelques petites photos. On avait prévu de vous présenter un film, mais les conditions qu'on a testées hier étaient un peu compliquées, ça marchait pas très bien. Donc du coup, j'ai repris quelques petites photos pour vous illustrer un peu ce dont je parle depuis 10 minutes. Hein. Donc là, vous pouvez voir quelques bateaux qui sont candidats. Il y en a une dizaine dans le Var, dans les départements du Bouches-du-Rhône. Il y en a d'autres en cours de sélection des différents candidats, mais déjà une quinzaine sont déjà disposés à accompagner des repreneurs. Et puis là, vous pouvez voir les embarcations, c'est vraiment de la pêche artisanale, hein, c'est-à-dire des embarcations de moins de 12 mètres, des pointus traditionnels, comme vous pouvez les voir, qui sont répartis sur tous les petits ports sur nos côtes. Quelques photos aussi des différents métiers qui sont faits quand les pêcheurs sont en mer. Hein. C'est une activité, les pêcheurs sont privilégiés. Hein. Ils sont dans un cadre exceptionnel, hein, en région PACA, qui est prisée dans le monde en entier, et ils la connaissent par cœur. Ils peuvent voir les côtes le matin, le soir, ils sont toujours en mer et ils pratiquent différents métiers. C'est une particularité aussi. Je la laisserai s'exprimer là-dessus. C'est pas des pêche d'une seule variété, comme ça peut être le cas sur la façade atlantique, et il y a des métiers qui sont faits avec différents filets, des palangres aussi, c'est-à-dire de la pêche à la ligne, et vous pouvez voir quelques illustrations à travers les photos que je vous ai mis là. Et voilà, d'autres photos aussi, avec les gestes traditionnels, hein, les démaillages, et tout ça, c'est des savoirs, comme je vous disais, des savoirs qui ont été transmis de pêcheurs à pêcheurs. Les techniques ont été inventées la plupart du temps par les pêcheurs, et c'est un tas de savoirs. C'est un tas de savoirs aussi, c'est un des axes importants de ce projet-là, dans cette transmission, dans cette volonté de faire un parrainage, justement pour pouvoir passer tous ces savoirs-là, arriver à construire les liens générationnels et à introduire des nouvelles personnes par les pêcheurs aussi auprès de tous leurs collègues dans les ports, et assurer le devenir de cette profession sur des produits qui sont recherchés, des produits locaux, des produits sains, des produits qu'on aimerait retrouver un peu plus facilement. Et donc voilà un peu tous les attraits de cette profession-là. Voilà pour ma présentation. Ouais, bon, écoutez, il y avait la dernière slide qui ne veut pas passer. Voilà. Vous voyez nos coordonnées. Donc, vous les recevrez aussi par mail à la suite de ce webinaire-là. Sur les contacts, pour avoir plus de renseignements, pour participer au projet, moi, Marina, mon collègue Louis, on est à votre disposition justement pour vous donner plus d'informations, vous mettre en relation avec les pêcheurs, vous expliquer tous les détails. Voilà pour ma présentation. N'hésitez pas à poser des questions complémentaires par rapport à ce que je viens de vous présenter. Et je vais couper. Je vais passer maintenant la parole à Aurélie Aradan, du comité chargé de mission du comité régional des pêches et des élevages marins à PACA, pour qu'elle puisse vous donner, vous en tant qu'officiel représentante de cette pêche artisanale sur la région PACA, vous donner un peu plus de précision de comment caractériser cette pêche artisanale,
quels sont les bateaux, quel est le profil des repreneurs, etc. Voilà, Aurélie, si tu m'entends. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Parfait. Je te laisse prendre le contrôle de la réunion. Voilà, Est-ce que lancer ça ta me... présentation. Est-ce que du coup, oh, parfait. C'est Ouais, là, bon, par contre, commence ta désolée présentation. pour le nom de connexion et la non-vidéo. Bref, du coup, merci de m'avoir invité et je vais vous faire une présentation assez rapide de la pêche professionnelle dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, ça serait mieux si on faisait comme ça. Voilà, parfait. Du coup, je travaille au sein du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. C'est un organisme interprofessionnel de droit privé. On représente l'ensemble des pêcheurs de la région et les éleveurs marins également. Donc, on a cerné de compétences pour travailler pour eux et représenter les intérêts généraux des pêcheurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle les chiffres clés de la région sur cette activité, puisque nous travaillons pour eux et on se doit de savoir déjà combien ils sont. Donc du coup, au niveau des marins, nous sommes, en termes de nombre de marins, à, on va dire 900, même si c'est 882, on est 900 à peu près marins pêcheurs dans la région. On est septième sur ce nombre-là par rapport aux autres régions. Donc on n'a pas beaucoup de marins parce qu'en fait, on a beaucoup d'équipes de bateaux qui sont avec une seule personne à bord. Le profil des entreprises dans notre région, c'est être patron et capitaine sur son bateau. Alors que sur d'autres façades, vous pouvez avoir des bateaux qui ont des équipages de 5, 6 ou plus de personnes à bord. Nous, on a des petites entreprises, c'est des entrepreneurs, c'est des entreprises individuelles. Vous êtes le patron sur le bateau, vous êtes propriétaire du bateau. C'est vraiment le profil des entreprises qu'on a dans notre région. Du coup, il y a une erreur sur le kilométrage des côtes, mais on peut voir que sur nos 3 départements, donc les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, on réfléchit en termes d'immatriculation des navires. Donc on a 4 quartiers d'immatriculation. Là où on a le plus de marins, c'est dans les Bouches-du-Rhône, sur les quartiers d'immatriculation de Martigues et de Marseille. Après, c'est au niveau du Var et on en a beaucoup moins dans les Alpes-Maritimes avec enfin, une population de marins-pêcheurs qui sont un peu plus âgés dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est un territoire qui a un vrai potentiel en termes de renouvellement. Au niveau de la répartition de la moyenne d'âge des marins, on voit très bien qu'en fait, on a une population vieillissante. Voilà, le nombre de personnes le plus important, c'est dans les plus de 60 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pêche professionnelle, vous avez une capacité d'être en retraite à partir de 55 ans, qui est une chose assez exceptionnelle de nos jours. Mais du coup, voilà, vous avez, nous, on travaille beaucoup pour des personnes qui ont 10, 15, plus d'années de carrière dans la pêche professionnelle et aujourd'hui, ils continuent à travailler bien qu'ils puissent être retraités. Et il y a un vrai enjeu de renouvellement puisque voilà, on voit très bien sur la moyenne d'âge, on est au-delà des 50 et des 60 qui continuent à travailler, qui aujourd'hui réfléchissent à bah, du coup céder leurs entreprises. Si on parle navire, outils de travail, on a un peu un nombre équivalent, on va dire, de navires de pêche. On en a presque 600. Et là, par contre, on est quatrième région française en termes de nombre de navires, ce qui s'explique parce qu'on a ce profil un peu atypique d'entreprise, c'est-à-dire un marin-pêcheur, un navire. On a beaucoup de navires où il n'y a qu'une personne à bord. Pas que, mais c'est la majorité. Et sur notre territoire, nous avons plus de 80 sites de débarquement, ce qui est aussi assez atypique, puisque il y a une vraie occupation du territoire littoral. Vous avez beaucoup de petits ports avec quelques navires de pêche. En moyenne, il y a 4 navires de pêche par port où il y a une activité de pêche professionnelle, avec souvent, quand il y a un site de débarquement, vous avez une capacité de faire de la vente directe sur ce lieu de débarquement.
Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important en termes d'installation. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'être regroupés tous dans le même port et vous avez une capacité de travailler euh, sur beaucoup de ports différents sur l'ensemble du territoire de la région. Et autre caractéristique aussi de notre flottille professionnelle, c'est qu'on a beaucoup de petits navires. Voilà, plus de 80% de nos navires font moins de 10 mètres. Donc, quand vous voyez des images à la télé, la plupart du temps, les navires que vous voyez qui travaillent sont ce qu'on appelle chez nous des gros navires, c'est des 25 mètres, c'est des plus de 25 mètres. Nous, la majorité de la flottille, elle est en dessous de 10. Qui explique aussi, enfin, ça va avec le profil de l'entreprise. C'est un artisan pêcheur qui est patron, qui est capitaine sur son navire et qui travaille avec un navire de moins de 10 mètres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces navires-là sont assez âgés. Et donc, du coup, vous avez une partie des navires qui, enfin, l'année de construction du navire est assez vieille. Et on a une partie de la flottille, plus de la moitié, qui a plus de 35 ans. Donc, c'est aussi des outils de travail qu'il faut réfléchir au fait que ces navires-là, il faut qu'ils respectent les normes de sécurité actuelles. Donc, il y a du travail à faire et il faut savoir les entretenir aussi. Mais voilà, s'ils fonctionnent toujours, c'est qu'ils sont aussi adaptés au profil de pêcherie qu'on a dans notre région. Et logiquement, j'ai fini sur les caractéristiques techniques et les chiffres. Si vous avez des questions. Merci Aurélie pour ta présentation. Je me permets d'enchaîner par rapport à quelques éléments. Donc, vous avez pu voir une des caractéristiques particulières, c'est que plus de 90%, même presque 100%, c'est une pêche artisanale à partir de patrons pêcheurs individuels à bord de leur navire. Et effectivement, les navires sont vieillissants, donc il y a beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite. Et tout à l'heure, je vous ai parlé dans le projet d'ateliers d'accompagnement et notamment sur un des axes importants, c'est qu'il y a des aides qui sont mises en place sur la reprise des bateaux sous condition. C'est pas toujours facile d'arriver à avoir à ces aides et ça aussi c'est une des particularités du projet, c'est d'aider les repreneurs sous forme d'ateliers vraiment à avoir cette capacité à pouvoir déposer des aides, des demandes d'aide de subvention auprès des organisations qui le permettent. Généralement, c'est la région. Il y a aussi les fonds européens des affaires maritimes là, qui se remettent en place et qui devraient mettre un focus sur la pêche artisanale. Après, je laisserai aux intervenants confirmer ou infirmer ce que je dis, mais il y a là aussi des possibilités en termes d'aide financière. Et le prix d'un bateau de pêche, d'une entreprise de pêche, ça varie bien sûr en fonction de sa taille, de son année de construction, mais généralement, ça démarre à 40 000 euros, ça peut aller jusqu'à 100, 150, 300 000 euros, si c'est des bateaux de 12 mètres en aluminium, si c'est des catamarans, etc. Mais ça reste abordable en termes d'investissement. Ce qui est nécessaire de faire, c'est de bien bâtir son business model pour voir la rentabilité, mais ça aussi, économiquement, c'est un point que je voulais souligner. Il y a des possibilités et il peut y avoir des plans de reprise intéressants. Voilà ce que je voulais juste souligner pour rebondir sur la présentation d'Aurélie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on les garde plutôt à la fin. Il y a une question dans le chat. Y a-t-il quelques navires de pêche à la voile dans la région? Plutôt pour Aurélie, j'imagine. Aurélie, tu nous entends? On pourra reprendre sinon Ouais. la question après. Alors, à ma connaissance, non. Mais je vais laisser les vrais professionnels, les big boss de la pêche professionnelle répondre en même temps et en même temps de se présenter. Donc, je vais passer le micro, la parole à Pierre et Benoît, qui sont les représentants de la pêche professionnelle
dans le Var. Pierre particulièrement, parce que il est candidat en tant que patron pêcheur au projet Jeune à bord. Il a un bateau magnifique. Vous avez vu dans la présentation que je vous ai mis, alors vous ne le reconnaîtrez pas, mais il va vous en parler. Et Pierre, je te laisse parler de ta passion, parce que au-delà d'être patron pêcheur et président du comité, je suis un passionné de ces métiers-là. Tu y as rentré parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu crois. Ton métier, tu le vis à fond. Et voilà, je voulais que tu témoignes de la volonté que tu as de transmettre tous tes savoirs. Pourquoi tu es patron pêcheur, comment tu fais ton métier, pourquoi tu as rejoint Jeune à bord, et voilà. Pierre, je te donne la parole. Ça y est ? Ouais. Oui, bonjour à tous. Je suis très content d'être là pour accompagner Rémi dans ce projet, qui pour moi est un projet fondamental. Alors déjà, je voulais présenter de manière rapide notre comité des pêches. Avec Benoît, on a fait pêcheurs pour reprendre le comité des pêches, parce qu'on a la passion de la pêche dans le sang. C'est un choix de vie. On n'est pas fils de pêcheur, on est venu à la pêche par passion. On a une chargée de mission, Madame Joubert, qui est avec nous et qui travaille depuis 15 ans et qui fait vraiment tourner qui est l'âme du comité, qui est à côté de moi, donc elle entend. Je vous dis bonjour. On a repris le comité simplement pour essayer d'aider, de rendre un peu à ce métier tout ce qu'il a pu nous donner. Moi, j'ai la chance de faire ce métier depuis 32 ans, donc je suis pas fils de pêcheur, c'était un choix. Bon, ça a été un hasard, entre guillemets, de la vie, vu qu'il n'y a jamais de hasard, mais c'est un truc qui me correspond vraiment, et c'est une passion, et c'est ce qui m'a vraiment apporté énormément de bonheur dans la vie. Et donc, j'aimerais, en fait, ce projet est fondamental pour nous, c'est parce qu'il y a un vrai problème de transmission. L'État a fait le choix d'encadrer la pêche artisanale par des formations plus ou moins longues, de plus en plus coûteuses, bien sûr, parce qu'elles nourrissent ces organismes de formation, il ne faut pas oublier, et de plus en plus de règlements qui s'empilent les uns sur les autres, et qui en fait n'arrivent pas à créer un pêcheur. Un pêcheur, déjà, quand on coupe les veines, il y a un peu d'eau salée à l'intérieur, c'est déjà à la base, donc il faut qu'il ait cette passion, mais surtout, les choses importantes qui vont lui permettre de s'en sortir et de bien gagner sa vie, parce que je le dis et je le répète, on peut bien gagner sa vie dans ce métier, non seulement en étant heureux, en étant épanoui, en faisant attention à la mer, c'est parce que s'il n'y a plus de poissons, il n'y aura plus de pêcheurs, et on aime la mer, on vient à ce métier par passion pour la mer, on peut bien gagner sa vie. Par contre, on ne sera pas un pêcheur simplement avec le bagage que l'État nous oblige à avoir, qui est très théorique, et malheureusement, moi je suis pêcheur depuis 32 ans, j'ai vu énormément de jeunes ou de moins jeunes, c'est-à-dire des deuxièmes carrières, des gens qui ont mis un peu de sous, qui ont acheté un bateau, qui ont passé diplôme, qui ont acheté un bateau, et qui ont fait faillite en 6 mois, alors qu'ils étaient passionnés, qui ont mis énormément d'énergie, d'investissement mental, et ces gens, malheureusement, ont fait faillite en très très peu de temps, en étant éclairés. Et voilà. Et ont bradé leur bateau. Donc, il y a vraiment la partie fondamentale, c'est la transmission. S'il n'y a pas de transmission, il n'y aura pas de nouveaux pêcheurs. Comme tout le monde l'a dit, la population est vieillissante. Donc, ce projet est crucial pour nous. C'est vraiment très, très important. Et on est très heureux que Rémi a organisé, articulé cette transmission qui doit se faire avec plusieurs organismes, dont la DML des DTM, donc les affaires maritimes, l'État, etc., au niveau assurance, au niveau tout. Voilà. Donc, à titre personnel, je vends mon ancien bateau. Comme la mer, c'est quelque chose de vivant, mais comme la terre d'ailleurs, et comme toute la nature, les choses évoluent. Et donc, je suis persuadé aujourd'hui que pour s'en sortir à la pêche, il faut être polyvalent, le plus polyvalent possible. À mon avis, on peut difficilement faire une carrière en ne faisant qu'un type, en se limitant à un type de pêche, c'est-à-dire juste le filet, juste le palangre, Je pense que c'est bien d'être polyvalent. Ça permet, en fonction des saisons, de pratiquer une sorte de jachère, de mettre son effort de pêche personnel sur différentes espèces, et donc de répartir l'effort de pêche et de moins impacter le milieu. Et en plus, si à un moment au filet on ne fait rien, on va gagner sa vie au palangre, etc., etc., etc. Donc pour moi, c'est fondamental. Donc il faut avoir un bateau polyvalent. Ce qui n'a pas été dit par contre, c'est qu'effectivement, ça c'est gentil. Madame Joubert me serre un thé, ça me touche beaucoup. Moi, ce qui pour moi est fondamental, effectivement, on a parlé de l'âge des bateaux et de bateaux qui sont souvent âgés. Il faut bien comprendre que les anciens savaient ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouveaux bateaux en plastique, souvent plus rapides, etc., ont des avantages, la rapidité.
Par contre, ne valent pas grand-chose. Enfin, sont beaucoup moins performants pour certains types de pêche, notamment le palangre. Donc voilà, les bateaux en bois, ça nécessite plus d'entretien. Aujourd'hui, ça revient très cher de faire un bateau en bois. C'est parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de travail. Par contre, c'est les meilleurs bateaux. Donc aujourd'hui, moi, à titre personnel, je vends mon ancien bateau en bois. J'ai acheté un bateau en plastique, malheureusement, parce que je me suis orienté, j'ai orienté une grosse partie de mon activité sur le thon et l'espadon. Mais je regrette un peu tous les jours mon bateau en bois parce qu'il était largement meilleur pour le palangre et le filet. Voilà. En attendant, ce qui me ferait plaisir, ça serait vraiment de transmettre à quelqu'un qui vaut le coup, d'après mes critères à moi, bien sûr, hein, c'est-à-dire un mec qui sera passionné, une personne qui sera passionnée, qui fera attention à la mer, qui ne sera pas un boucher, un viandard, comme on dit chez les chasseurs. Chez les gens qui chassent, vous avez tous vu, il y en a certains qui sont capables de ne pas tirer un coup de fusil de la sortie de chasse, et puis il y a ceux qui tirent sur tout ce qui bouge. Moi, j'ai pas envie de former un viandard de la mer. J'ai envie de former quelqu'un qui sera respectueux, de lui montrer tout, enfin, le peu que je sais, ce que je sais, et de faire quelqu'un qui fera attention au milieu et qui fera attention à mon bateau que je vais lui vendre à regret. Mais bon, voilà. J'aurais laissé la parole à Benoît, peut-être. J'ai dû oublier plein de choses, mais en tout cas, je pense que c'est un métier qui est crucial. Merci. Je veux bien rajouter quelques mots, mais Rémi, vous m'entendez bien? On entend très bien, Benoît. Ok. Ouais, non, mais moi je vais faire court. Ce qui peut être intéressant, c'est que je suis un peu plus jeune que Pierre, qui, ça y est, a passé le cap et est pensionné maintenant. Moi, je suis pas plus si jeune que ça pourtant. J'ai 40 ans. Je me suis installé il y a 6 ans. Et je viens du monde de la mer, mais du monde de la mer des bureaux. J'ai une formation plutôt scientifique. J'étais à Marseille, puis j'étais en Bretagne. Et puis j'en ai eu marre des réunions, des bureaux. Je me suis lancé donc en passant les différents diplômes qu'il faut avoir en sa possession. Mais ce que disait Pierre, c'est très vrai, c'est que ce n'est pas ces diplômes qui font un pêcheur, évidemment pas. Et moi, je me suis lancé, j'ai un peu appris sur le tas. Heureusement, j'ai eu quelques aides, quelques personnes précieuses qui ont bien voulu m'aider un peu sur le parcours. Mais je trouve que ce qui est important avec ce dispositif, c'est que l'accompagnement, le parrainage qu'on propose, qui se faisait en fait assez traditionnellement quand un pêcheur prenait son fils, prenait quelqu'un de sa famille ou un ami, se fait plus ou quasiment plus parce que les contraintes administratives à bord font qu'on ne peut pas faire ça. On peut au mieux prendre un touriste, c'est déjà pas mal, qui vient voir le métier, mais qui ne peut pas mettre la main sur le matériel, qui ne peut pas participer au travail à bord. Et là, le parrainage, c'est fondamental, c'est qu'on est sur une pêche effectivement à taille humaine, très, 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 très artisanale. Effectivement, c'est un métier de passion, on est dehors, ça change tous les jours, il faut essayer de comprendre ce qui se passe en mer, c'est passionnant, mais il faut quand même, disons, apprendre l'alphabet, avoir quand même de bonnes bases pour comprendre un peu et savoir où le poisson est, ce qui peut se passer, là où on peut avoir de la chance de trouver telle ou telle espèce, parce que, comme vous le disiez, à chaque espèce, il y a un métier différent, c'est ce qui fait aussi et la diversité et l'intérêt de ce métier, de ces petits métiers-là. Mais moi, j'insiste sur le parrainage qu'offre ce projet. C'est fondamental. Moi, ça m'a beaucoup manqué, je le dis très simplement. Ça m'a beaucoup manqué parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, parce qu'il y a des choses toutes bêtes qu'on ne comprend pas au début, du vent, des courants, etc. Et avoir quelqu'un qui vous accompagne un moment, qui va vous transmettre petit à petit les choses, c'est indispensable. Et heureusement que ce projet existe, parce que malheureusement, c'est de plus en plus compliqué à faire avec, encore une fois, les contraintes administratives qui s'exercent sur le métier, qui ne sont pas vraiment à l'échelle de ce métier-là, mais c'est un autre sujet. Voilà, moi, je ne veux pas faire plus long. J'espère que c'était clair. Non, merci beaucoup pour ces deux témoignages. Du coup, vous avez bien présenté ton profil, Benoît, de quelqu'un qui n'était pas forcément dans le profil classique d'un jeune qui après ses diplômes rentre dans la pêche. Il y a aussi ces profils-là qu'on constate un peu partout.
Il y a des personnes qui veulent revenir sur des métiers passion, sur lesquels ils sont prêts à s'engager, sur lesquels il y a de l'avenir. Hein. Benoît, vous en avez fait un témoignage assez parlant. Je me permets juste de vous relancer, de vous faire une question, peut-être Pierre ou Benoît, comme vous voulez, par rapport aux personnes qui sont là, qui connaissent pas forcément le métier. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe, le métier d'un pêcheur? À quelle heure on commence? À quelle heure on finit? Est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on travaille tout le temps? Comment vous vendez le poisson? Voilà, juste quelques petites précisions sur concrètement, comment on fait, comment se passe le métier? Entre Pierre et moi, c'est on peut parler de deux métiers différents et caractéristiques, le filet et la palangre. Je laisserai Pierre parler de la palangre. La palangre, c'est, je le reconnais, peut-être le plus dur. On dit bras d'acier, ventre de lévrier, parce qu'il faut tenir des heures, mais c'est pas forcément physique, c'est long. Je vais parler du filet. Le filet, le rythme de la journée, il dépend de la saison, parce qu'on travaille avec le soleil. Et à l'intersaison automne-printemps, on va caler des filets le soir, je fais schématique, hein, et les chercher le matin. Et c'est, disons, 2-3 heures de mer le soir, ça dépend où sont les zones de pêche, et 3-4 heures de pêche le matin. Derrière ça, il y a toujours un peu de travail sur le bateau, d'entretien du filet, de repasser les filets, de démailler les poissons selon les pêches. Et il y a effectivement ensuite la vente dont il faut s'occuper. Et donc, chacun a un peu son truc, mais la vente, c'est presque un autre métier dans le métier de pêcheur. En revanche, pour faire vite, l'été, je pars dans la nuit, je pars parce que là, le soleil se lève beaucoup plus tôt, je pars à 3 heures du matin et je reviens environ vers midi, 13 heures, et je livre rapidement ou je vends le lendemain dans un marché. Pierre, un petit complément? Oui, en fait, il y a autant de manières de s'organiser que de pêcheurs, je pense. C'est-à-dire en fonction des types de métiers qu'on fait. Moi, je suis plutôt palangrier, donc quand je pars au palangre, à titre personnel, moi, je pars plutôt 2-3 jours, ça me plaît. Je travaille seul sur mon bateau, donc ça me permet de mieux apprécier les humains au retour. Et je suis tranquille, voilà. En fait, ça me permet surtout de rester sur zone, de brûler moins de gasoil et d'avoir toujours des hameçons qui trempent. Même durant les heures de repos, les heures où je vais m'amarrer une bouée, dormir ou jeter l'ancre, je vais avoir du matériel qui trempe que je vais récupérer quand je me réveille. Voilà. Et donc de chercher le poisson. Si la première journée, j'ai pas pêché, je vais me déplacer, je vais bouger. Et au bout de 3 jours, bon, j'ai des cas isothermes. Quand je rentre, normalement, j'ai un peu de poisson. Voilà, ça, c'est donc une partie de l'année. Le reste du temps, ça dépend du métier que je pratique. Si c'est le thon, l'espadon, si c'est le palangre pour les petits poissons, enfin les padres, les dentilles ou autre chose. Si je fais une alternance de palangre et filet comme sur la vidéo, sur le reportage qui a été fait il y a un petit moment. D'ailleurs, s'il y a des gens qui visionnent ce reportage, il faut bien comprendre que là, c'était un rendez-vous à une date fixée avec une journaliste qu'il a fallu embarquer. Et donc, le travail que j'ai réalisé en mer ne reflétait pas du tout la réalité de la journée du pêcheur. J'ai mis beaucoup moins de matériel, on n'avait pas beaucoup de temps, la zone n'était pas adaptée à la période estivale, etc. etc. Donc, bon, assez peu de poissons, mais globalement, c'est ça. Mais en fait, en réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué de ça. Voilà, donc chacun s'organise un peu comme il veut. Ce qui est certain, c'est que la vente, elle est fondamentale. Un pêcheur qui, disons, arriverait à attraper du poisson, mais est nul sur sa vente, c'est-à-dire brade le poisson, mais comme j'en ai vu tant et tant et tant donner le poisson parce qu'on dirait qu'il leur brûle les doigts, ils ont peur de pas le vendre, c'est quelqu'un qui va partir à la faillite. C'est quelqu'un qui déjà ne respecte pas son poisson, il ne valorise pas son poisson. Il faut bien comprendre que le poisson a donné sa vie pour nous permettre de nourrir notre famille. Donc, on doit le respecter, déjà. Et puis, il faut le vendre à un bon prix, ce qui permet de tuer moins de poissons et donc de moins impacter la mer. Donc, ça, c'est fondamental. C'est vraiment un métier dans le métier, comme le dit Benoît, et c'est quelque chose à organiser, à mon sens, surtout en circuit court. Moi, je refuse de travailler avec des marieurs ou des grandes surfaces, bien que certaines grandes surfaces, apparemment, voudraient un peu jouer le jeu. Mais je préfère largement le circuit court, ce qui permet aussi d'établir un rapport chaleureux avec les clients. À partir du moment où on ne leur ment pas, ils savent qu'ils vont manger un poisson qui vient de chez eux, qui a été pêché devant chez eux,
de telle manière, en respect avec enfin, selon des bonnes pratiques. Voilà. Et ça, c'est important. En fait, c'est un pack. J'ai envie de dire que si vous travaillez de manière respectueuse au niveau de la mer, que vous respectez votre poisson, que vous le vendez de manière respectable aux gens, les gens vont le comprendre et vont être friands de cette voilà, c'est un ensemble. On peut pas dissocier la vente de la pêche. Pour moi, c'est important. Voilà. Merci Pierre Benoît. Je me permets une dernière question et après on laissera part aux questions des participants. Cette question, je vous la pose parce que je vous connais. Je sais les projets que vous conduisez et vous êtes pas mal dynamique justement sur ces questions-là de vente, de transformation de produits. Vous conduisez des projets qui sont assez pilotes sur votre territoire dans ce domaine-là. Et juste si vous pouvez apporter quelques mots, parce que vous êtes engagé, vous avez des réflexions justement sur comment on peut transformer les produits et comment on peut vraiment mettre de la valeur ajoutée, vraiment d'expliquer ce que tu dis Pierre sur la qualité du poisson. Est-ce que vous pouvez faire juste un petit témoignage par rapport aux réflexions que vous conduisez là-dessus dans le Var et justement les initiatives que vous avez de vous organiser entre vous pour essayer de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles modes de commercialisation? Oui, Pierre apportera sa pierre. Et il y a plein de choses à faire. Déjà la base, c'est la vente. La vente en direct, qui effectivement est celle sur laquelle on récupère le plus de valeur, hein. Donc, bon, quand on pêche beaucoup, ça ne suffit pas forcément, mais disons que la majorité des jours dans la saison, on peut écouler l'essentiel de son produit en vente directe. Et là, il y a vente directe et vente directe, c'est-à-dire qu'on peut mieux s'organiser en se regroupant, en essayant de prévenir un peu à l'avance les clients ou en leur donnant une manière d'avoir accès à l'information. Chacun peut y aller de son Facebook, d'un texto, d'un regroupement avec 2 ou 3 pêcheurs avec lesquels ils s'entendent, ce qui permet souvent d'apporter des produits un peu plus différents. Pierre parlera de ce qu'il avait fait au Salin. Et puis après, il y a les étapes d'après. On peut aller un peu plus loin. Effectivement, on peut imaginer, nous, on a fait avec Pierre de la dégustation sur le port. Et il faut dire que de la veille pour le lendemain, on a eu plus de 200 personnes qui viennent acheter une assiette de poisson qu'on a fait très simplement griller avec un riz. Et les gens, on sent, ont envie de ça. Il y a une vraie appétence pour ces événements simples, vrais, authentiques, quoi. Nous, on a pris beaucoup de bonheur à faire ça. C'était le soir, les gens prenaient leur assiette, on a fait venir un viticulteur, ils achetaient une bouteille, ils allaient sur un ponton et les gens nous disaient qu'ils voulaient que la vie soit comme ça, quoi. Donc, on sentait qu'on participait un peu à l'animation d'un lieu et puis au fait d'apporter du plaisir aussi. Ce qu'il faut quand même dire, on a d'autres projets en cours sur la conservation, la transformation des produits. Le principe simplement de mettre sous vide, surgeler pour ressortir quand le prix est maximum. Donc ça, c'est des organisations un peu logistiques et en termes d'équipement. Mais ce qui est hyper important encore dans le cadre du projet, c'est que souvent, quand on a le nez dans le guidon, on a du mal à travailler sur tout ça. Quand on bosse et quand on est dans sa saison, c'est très compliqué. Donc, le fait d'avoir du temps pour se lancer, pour voir ces possibilités-là, c'est à mon avis hyper intéressant parce qu'effectivement, on peut faire gagner de la valeur autrement qu'en vendant simplement son poisson brut. Il y a plein d'autres façons de le faire. Et ça, c'est fondamental. Et y compris de vendre aussi des poissons qu'on a du mal à vendre, hein. La saupe, le mulet préparé, c'est très bon. La murène également. Et on sait que tout le monde essaye un peu de travailler sur ça. Simplement, quand on est pêcheur et le nez dans le guidon, on a du mal parce qu'on sait qu'il faut faire ça, mais on n'a pas le temps de s'en occuper, pas le temps de préparer les choses. Je pense que là, l'accompagnement est une occasion un peu unique de bien se caler sur tous ces trucs-là. Donc, je ne veux pas faire long, mais j'insiste encore parce qu'il faut du temps pour préparer ça. Il y a des gens qui peuvent accompagner, mais il faut de toute façon passer du temps pour s'organiser et savoir un peu où on veut aller, quoi. Pierre, je te laisse compléter.
Je pense que Benoît a dit l'essentiel. En fait, on avait créé la Prud'homie des Salins, où effectivement on a monté des gros projets de filetage, de mise sous vide, de bocaux, de transformation, de recettes élaborées et de soupe de poisson, qui permettaient aussi, si vous voulez, de passer le poisson moins noble ou le poisson, souvent le poisson que je vais ramener à la maison, que je vais consommer, c'est les poissons qui étaient un peu touchés. C'est-à-dire, mettons, je monte le filet ou le palande, il y a un poisson qui se fait un peu dévorer. Pas beaucoup. Donc, il n'est pas beau esthétiquement, je ne peux pas le vendre aux gens, mais par contre, il va avoir le même goût que les autres, et c'est le poisson que je mange en famille. Donc, ce poisson-là, l'idée aussi, dans l'idée de respecter le poisson qui a donné sa vie pour nous nourrir, c'était de le valoriser et donc faire une soupe de poisson. Et le jeune qui va se monter à la pêche et qui n'a pas beaucoup d'argent pour acheter des filets, parce que la pêche au filet, il faut des filets pour pratiquement, il faut un certain nombre de filets, il faut un parc à filets assez important, donc ça coûte cher. Le jeune qui n'a pas beaucoup d'argent, il va commencer à faire des filets de soupe. Et donc la soupe, au restaurant, c'est vendu pas très très cher. Si par contre il fait sa propre soupe, il va gagner beaucoup plus d'argent. Il va faire quelque chose, un produit vraiment goûteux. Et les gens qui n'ont pas le temps ou la connaissance ou l'envie de faire la soupe vont se régaler. Donc on apporte aussi du bonheur aux gens et ça permet d'avoir une valeur ajoutée. Au niveau des espèces qu'on avait envisagé de congeler au salin, c'était pas seulement pour faire une valeur ajoutée, c'était aussi parce que, par exemple, au printemps, on va avoir beaucoup d'espèces de bouillabaisse, donc on peut pêcher beaucoup de bouillabaisse, et les gens ne vont pas avoir le temps de faire la bouillabaisse au printemps. Ils vont la faire en août, lorsqu'ils sont en famille. Et pour la recette actuelle de la bouillabaisse, qui est devenue quelque chose de très compliqué, très élaboré, alors qu'au départ, c'était un plat du pauvre du pêcheur, hein. Il y avait beaucoup moins d'espèces, mais aujourd'hui, il faut le Saint-Pierre, le machin, le truc, bon, c'est très bien. Mais c'est un plat qui est plus riche, où il faut beaucoup d'espèces différentes, et on ne va pas forcément les avoir en août. Donc l'idée, c'était de congeler dans des pochons sous vide, des pochons de bouillabaisse qu'on peut vendre en direct aux gens. Ils savent qu'ils ont la bouillabaisse pour 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, au moment où ils ont le temps de la préparer. Et donc que ce poisson qui était pêché localement soit vendu localement à des gens qui vont avoir du plaisir de manger la bouillabaisse de chez eux. Voilà. Et même chose, si on fournit des restaurants avec cette bouillabaisse, au lieu que ces restaurateurs fassent découvrir à leurs clients de la bouillabaisse qui vient de très très loin, de leur faire découvrir du vrai poisson. Donc voilà, c'est toute une réflexion à mener sur la façon de commercialiser nos produits. Moi, je reste persuadé, de par mon expérience, que c'est l'union qui fait la force. Je ne l'ai pas inventé, bien évidemment. Ouais. Et donc, quand on arrive à se regrouper et à partager les choses, c'est ce qu'on fait avec plusieurs pêcheurs, on est de suite grandi. C'est-à-dire qu'en fait, à la pêche, on a tous les mêmes problèmes. Des problèmes de pêche, donc attraper le poisson, des problèmes de commercialisation, des problèmes de mécanicien quand on a des ennuis mécaniques, des problèmes enfin, il y a plein de problèmes différents, et on va tous trouver à titre individuel des solutions qui sont plus ou moins bonnes. Si on met en commun ces solutions, on se retrouve avec plein de solutions et on avance beaucoup plus vite. Donc l'union dans ce métier, à mon avis, c'est vraiment l'avenir. Il y a un certain état d'esprit individualiste chez certains, malheureusement une bonne partie de la population, mais il faut que ça change. Voilà. Et ce projet de transmission va justement permettre une évolution des mentalités, ça c'est très important. Ok. Donc merci beaucoup pour vos témoignages ils ont été très très parlants par rapport à l'idée de ce projet-là. Vous avez tous les deux souligné en fait la nécessité d'être accompagné, comme disait Benoît, toute la passion du métier qu'il faut, comme disait Pierre. Mais surtout ce point important de bien se préparer, d'avoir un peu une vision à 360 degrés avant de rentrer plein nez dans la profession. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu monter, c'est-à-dire à travers ce parrainage-là, que la personne elle puisse rentrer progressivement avec tous les savoirs, tout ce que vient d'être dit par les deux professionnels ici présents sur comment on s'engage dans le métier, mais aussi de se doter de tous les moyens, parce que il y a aussi des moyens qui sont mis en œuvre. La région Sud est un partenaire essentiel qui accompagne le projet Jeunes à bord. Excusez-moi. Désolé, c'est l'hiver. Voilà, il y a des virus. Je disais oui, donc
on a voulu aussi bien donner les moyens en termes d'accompagnement par rapport à des ateliers, justement, pour permettre à ces personnes qui sont en relation avec un professionnel de pouvoir aussi avoir le temps de réfléchir sur comment on peut faire métier, comment on peut définir son business model, son exploitation, de voir aussi qu'il y a des synergies possibles et que la pêche est vraiment active. Hein. Les témoignages de Benoît et Pierre vous montrent bien le dynamisme qu'il y a, l'entrepreneuriat qu'il y a, la réflexion justement par rapport à un métier de demain sur les enjeux. Les témoignages de Pierre de Benoît, vous comprenez qu'ils sont bien en lien avec tout ce qui est développement durable, circuit court, etc. Valoriser tous les poissons, les priser, les peu prisés, d'arriver à avoir une gestion qualitative de la profession. Et ça, c'est vraiment les savoirs qu'on veut donner, qu'on veut accompagner, et justement de pouvoir aussi former les futurs repreneurs sur comment on peut appréhender tout ça et d'avoir le temps de bien séparer et de bien comprendre, et aussi d'avoir les nouveaux savoirs. Hein. Benoît a dit, il y a de plus en plus de réglementations qui incombent à la profession. Ça, malheureusement, on peut le déplorer, mais il faut l'accompagner. C'est aussi un des enjeux d'en connaître les fonctionnements, d'en connaître les rouages et d'être capable de se positionner et d'y répondre. Hein. Mais il y a des aides qui sont mises sur la profession. Je pense qu'il va y avoir encore plus d'aides qui vont être mises sur la pêche artisanale. Enfin, du moins, c'est ce que communiquent les politiques au niveau de l'Europe. Après, on verra s'ils traduisent véritablement leur intention. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a de l'avenir dans ce métier-là. Et si on s'en donne les moyens, si au niveau des territoires, tous les acteurs sont concertés, je pense qu'on peut véritablement se lancer et limiter les risques et vraiment assurer le fonctionnement de son futur métier, de sa future passion de continuer à maintenir ces traditions qui existent depuis l'Antiquité en Méditerranée, qui sont les pêcheurs professionnels au même titre que ce qu'on reconnaît à un agriculteur. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait dire par rapport au projet. Vous êtes nombreux à avoir participé, nombreux à être restés aussi. Je pense que ce qu'on vous a raconté, ça vous a intéressé, parce que généralement, on a toujours de la dispersion au bout d'une heure de débat. Je laisse la parole aux personnes qui sont présentes. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi vous présenter. Voilà. Je laisse la part maintenant aux questions. Prenez la parole, intervenez. Vous êtes là. Alors, il y a une question de Monsieur Cabirol Pierre. Je ne sais pas si vous voulez la donner en live ou bien je la lis pour tout le monde. Je vais lire le texte de Monsieur Cabirol. Donc, les installations pour la transformation des poissons sont-elles mises en commun? En agriculture, un éleveur ne peut le faire sans avoir une formation de boucher, une salle de découpe, une cuisine aux normes, etc. Tout cela est lourd en investissement et en formation. Est-ce que quelqu'un veut bien réagir à cette intervention? Oui, enfin, je peux en parler parce qu'effectivement, c'est le cœur du projet qu'on a au Salin. C'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que ça demande des installations, ça demande des labos aux normes, et ça demande aussi le simple métier de pêcheur ne permet pas aujourd'hui de faire de la transformation. C'est-à-dire que, alors, néanmoins, on a bon espoir, et Rémi travaille aussi dessus, que ça évolue dans le cadre d'une diversification du métier, notamment pour des petites quantités, parce qu'on sait qu'il y a un régime dérogatoire pour les petites quantités de pêche. Donc, on veut développer ce régime dérogatoire pour donner d'autres outils aux pêcheurs. Aujourd'hui, strictement, on ne peut que vendre du poisson brut. On a le droit de l'écailler, de le vider seulement sur son bateau en mer. Mais une fois à terre, on ne peut strictement plus faire évoluer le produit. Donc, on le vend brut, on l'emballe brut. Si on le met sous vide ou si on le surgèle, ça, on peut le faire. Mais c'est du brut. Et alors, donc, il y a la partie effectivement un peu juridique, et il y a la partie investissement. Ce qui est clair, c'est qu'il faut se regrouper pour faire ça.
C'est des investissements importants. Voilà, moi je peux donner un chiffre hein, sur l'équipement complet sur les salins. On arrive quasiment à 150 000 € hein, pour une grosse chambre froide négative, positive, une grosse machine à glace, un petit labo de préparation, tout aux normes, etc. Puis on a aussi un camion de livraison. Et ça, c'est permis. Alors du coup, je transmets si besoin le relais à Aurélie. Ça, c'est permis aussi parce que Rémi en parlait, il y a des dispositifs d'accompagnement qu'il faut savoir utiliser. Et donc, ça, c'est un projet qui est financé, en fait. Simplement, après, il faut savoir les monter, il faut savoir les porter. Et ça, c'est une autre problématique. Encore une fois, il y a du monde autour de la pêche, pas tant que ça, mais il y a des gens qui aident. Rémi en fait partie et qui sont en capacité de monter, d'accompagner ces projets. J'allais dire, ce qui compte au début, c'est ce que disait Pierre. On sait qu'on a une expérience compliquée au Salin. C'est aussi le fait de consolider un groupe humain qui va réussir à travailler ensemble. Et ça, c'est en dehors de l'aspect technique, c'est l'un des plus gros challenges qu'on a à relever, c'est d'apprendre à se faire confiance, de se donner des règles, parce que la confiance, ça suffit pas, d'établir des petites règles. Si on forme une coopérative, une association, il faut que tout ça soit assez cadré, sinon ça peut mal tourner. Je vais compléter, j'interviens par rapport à ma posture de technicien, outre le fait que j'accompagne le développement de maritimage, j'ai une expertise dans tout ce qui est activité annexe, on va dire, à la pêche, et il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place en termes de transformation. Il y a de plus en plus de moyens qui sont mis aussi à disposition. Il y a des fonds européens qui sont spécialement alloués pour cela, qui peuvent vous payer des projets jusqu'à 80% des fonds. On peut trouver des fonds complémentaires aussi auprès de mes scènes. Le seul truc, c'est que encore une fois, si vous voulez, ça prolonge un petit peu la capacité, enfin, le métier du pêcheur comme il était vu par le passé, ça demande de nouvelles compétences. Mais c'est pas non plus quelque chose de compliqué à partir du moment où on peut vous accompagner là-dessus. C'est ce que l'on fait nous dans Petra, et ces initiatives de transformation, elles se mettent de plus en plus en œuvre à l'échelle des territoires avec les collectivités locales, parce qu'il y a une prise de conscience en fait, avec le vieillissement de la population, qu'on est en train de perdre un patrimoine dans nos ports. Et ça réinterroge énormément les gestionnaires locaux. Et donc, les solutions, elles se cherchent à tous les niveaux. Et que j'accompagne en Corse, à Porto Vecchio, à Popria. Donc, il y a des initiatives qui se mettent en place justement où de nombreux locaux qui étaient mis à disposition par les affaires maritimes et les collectivités locales aux pêcheurs pour stocker leurs filets, etc. Ben, il y a des projets communaux, des projets de collectivités locales, justement, qui sont en train d'être élaborés pour mettre à disposition, en fait, les outils de demain aux pêcheurs en termes de vente directe, parce que la vente directe, ben, c'est un enjeu important par rapport au réchauffement climatique, hein, pour éviter d'avoir des marchandises qui font le tour du monde avec des impacts carbone importants, mais aussi en termes de transformation des produits. À la fois pour valoriser tous les produits de la pêche, mais aussi parce qu'il y a une forte demande de la part des consommateurs sur des produits locaux qu'on ne retrouve pas forcément. Et l'idée, justement, c'est d'accompagner ça à l'endroit le plus nécessaire, et donc d'accompagner ces professionnels. Et c'est toutes des chaînes qui se mettent en place entre les organisations professionnelles de la pêche, les collectivités territoriales qui ont compétences dans ce domaine-là, les organisations professionnelles et les pêcheurs. Et ça, justement, c'est des choses d'avenir, c'est des choses que nous sommes en capacité d'accompagner, et c'est des savoirs justement qu'on transmettre à des personnes qui se lanceraient. Ça ne veut pas dire que dans le cadre du projet Jeune à bord, une personne arriverait à faire son atelier de transformation, mais si dès le départ, il a la connaissance de tous ces dispositifs-là, des synergies qui existent sur le territoire, des alliances qu'il peut y avoir avec des collègues, etc., c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et autre démarche aussi qui se met en place, c'est que ces ateliers de transformation au niveau de certains territoires, pour les mutualiser, on les met en commun avec l'agriculture et la pêche. C'est une des problématiques qu'on étudie en Corse, justement, pour arriver à rentabiliser un atelier de transformation qui peut coûter jusqu'à 150 000 €, mais aussi être dans des démarches de valorisation des produits locaux, à la fois sur toute la chaîne de produits de la terre à la mer, parce que le poisson est complémentaire avec le vin, est complémentaire avec des produits maraîchers, etc. Voilà le complément que je voulais Si je peux rajouter,
un truc rapidement qui m'a échappé. Dire simplement que faut pas oublier aussi que ce qui est possible, parce que pêcheur, c'est déjà un métier, donc c'est bien de se diversifier. Il faut quand même faire attention à pas se disperser. Il y a aussi une devise qui est 36 métiers, 36 misères à la pêche. Donc il faut faire attention. C'est bien d'avoir pas tous ses œufs dans le même panier, c'est bien de ne pas avoir trop de paniers. L'une des solutions concrètes pour la transformation, c'est aussi de faire de la prestation, c'est-à-dire que nous, on est pêcheurs, on l'apporte à une entreprise, toutes ne le proposent pas, mais qui est capable de transformer. On peut apporter la recette, on peut apporter nos idées, on peut faire venir un chef, etc. Et donc, on se décharge en fait de l'aspect juridique, de l'aspect investissement matériel. On paye, on règle une prestation, on récupère le produit et on est capable nous-mêmes de le vendre. On a aussi testé ça et ça se fait également. D'autres questions dans le chat. Alors, on avait une question principalement sur le métier de skipper. Donc, on n'a pas de système de parrainage pour les skippers pour l'instant, il me semble. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on est plutôt basé sur la pêche. Donc, voilà. Après, en effet, la Touline et puis Petra Maritima peuvent vous accompagner dans vos démarches et dans le réseautage. Éventuellement, on a d'autres questions, notamment, qu'en est-il des demandes de permis de mise en exploitation de la part de Monsieur Césarol? Je ne sais pas s'il veut intervenir en plus. Non. Alors, qu'en est-il des permis de mise en exploitation? Est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question? Si vous pouvez préciser, Monsieur Césarol, au permis d'exploitation, juste que. Alors, vous avez Monsieur le micro Césarol, qui votre est coupé. micro, il est coupé. Sinon, Sabine, est-ce que tu pourrais rétablir le son de Monsieur Césarol? Normalement, Monsieur Césarol, vous avez en bas de votre écran, vous avez activé le micro. Oui, voilà. Voilà, c'est bon. Oui. Pourquoi j'ai de nouvelles demandes de mise en exploitation? Rémi, ton micro est coupé. Les nouvelles demandes de mise en exploitation pour des navires de pêche, c'est ça? Oui. C'est-à-dire pour les nouvelles demandes pour construire un bateau nouveau ou Pas forcément construire un bateau, mais avoir un permis de mise en exploitation nouvelle. Là, je vais laisser peut-être, Pierre, les professionnels en parler, mais tout simplement, le permis d'exploitation, il est lié à la reprise d'une unité de pêche qui est déjà en activité. Pierre, je te laisse. Oui, au niveau du permis de mise en exploitation, en fait, chaque bateau de pêche, donc chaque bateau qui exerce une activité de pêche professionnelle, je vous rappelle qu'en France, les seuls qui ont le droit de vendre le produit de leur pêche, c'est les professionnels et non pas les pêchanciers. Ceux qui le font, ce sont des braconniers. Donc nous, en tant que professionnels qui payons nos charges sociales, nous avons un permis de mise en exploitation qui est lié au navire. Avec le navire, vous achetez un bateau de pêche, il a forcément un permis de mise en exploitation qui va s'exprimer en kilowatts pour la puissance motrice et qui va s'exprimer en UMS pour la jauge. Voilà. Donc ça, lorsque vous achetez un bateau de pêche, il a forcément ça. Si par contre, par exemple, vous voulez faire construire un bateau de pêche neuf et que vous n'avez pas de PME, il existe une commission qui s'appelle la CGRF, commission régionale de... je me souviens jamais de la signification de l'acronyme, en tout cas, c'est une commission dans laquelle je suis, où on attribue des kilowatts et des UMS à des projets. C'est devenu plus contraignant qu'avant, mais à juste titre. C'est-à-dire pour éviter la spéculation, il y a vraiment un suivi de l'administration, la DIRM, qui gère ces dossiers, qui instruit ces dossiers, qui s'assure que le demandeur va réellement pratiquer une activité de pêche professionnelle avec une activité suffisante, que ce ne soit pas quelqu'un qui sort 2 fois par an et qui donc bloque une capacité de pêche. Vu que en fait la France a une enveloppe de capacité de pêche qui est délivrée par l'Europe. Et donc, l'État veut s'assurer que les PME qui sont mis en circulation soient réellement exploités. Et ça, c'est logique, c'est normal. Donc, il y a vraiment un suivi de la DIRM. À partir du moment où il y a attribution de ce PME, de permis de mise en exploitation, le bénéficiaire a 2 ans pour arriver à réaliser le projet. Mais il faut vraiment un projet construit. C'est-à-dire qu'il faut non seulement que le demandeur ait ses diplômes de navigation,
mais il a une réelle expérience de la pêche. Ils disent, voilà, je vais travailler sur telle espèce, telle espèce, telle espèce. Il y a un prévisionnel à la banque. Il y a un dossier avec, un dossier du chantier naval qui va réaliser le bateau, etc., etc., etc. Sinon, aujourd'hui, on n'a plus le droit de prendre un bateau en plaisance, un bateau qui navigue en plaisance, et de le passer à la pêche professionnelle en lui collant un PME dessus. Avant, c'était possible, jusque dans les années 2002, me semble-t-il. Et après, ils l'ont interdit. Donc, les seuls bateaux qui peuvent bénéficier d'un PME, ça serait des bateaux qui ont déjà navigué à la pêche professionnelle. Donc, ça limite grandement l'histoire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Est-il possible de, par exemple, racheter un bateau PME en Corse pour travailler dans les Bouches-du-Rhône? Changer de local, de situation géographique. Je pense que vous pouvez le faire. Par contre, en Corse, il faut savoir qu'il y a des licences corse. Enfin, Corse ou ailleurs. Hein. Oui, mais Corse ou ailleurs. Moi, par exemple, mon bateau actuel, je l'ai acheté à Dieppe, en Normandie. Oui. Mais avant, je me suis rapproché de la DIRM pour savoir s'il n'y avait pas une régionalisation. Et alors, ouais. L'administration, de temps en temps, met une régionalisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer un PME d'une façade à une autre. Puis après, ça tombe à l'eau, il y a une espèce de... C'est assez opaque, on se demande pourquoi, mais bon, ça revient de temps en temps. Donc, dans tous les cas, ce que je vous conseillerais, c'est de vous rapprocher de la DIRM, qui, elle, va vous lui poser la question en lui présentant le bateau, et ils vont vous donner des réponses. Mais surtout, n'achetez pas avant. Et surtout, avant d'acheter un bateau, il faut demander une visite de sécurité qui va être réalisée par l'ULAM, c'est-à-dire l'unité de contrôle des affaires maritimes, qui fait passer les visites au bateau, et donc une visite de sécurité qui est destinée à la vente. Ça va couvrir aussi bien le vendeur que l'acheteur. Comme ça, vous êtes couvert, vous savez ce qu'il y a à faire, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas que vous achetiez un bateau et qu'après on vous dise, ah ouais, mais vous avez ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, et vous vous retrouvez bloqué. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Excusez encore une petite question. Sur un bateau acheté neuf, mais bateau de professionnel, on va dire, est-ce qu'on peut coller le PME, demander une PME dessus? Un bateau acheté neuf, il faut impérativement aujourd'hui que ce soit un bateau qui est navigué en professionnel. Donc, s'il est neuf, il a jamais navigué, c'est pas possible. Ben, si c'est un bateau, par exemple, qui a été construit par des chantiers qui produisent des bateaux professionnels, c'est-à-dire des chalutiers ou des barges rapides, etc., comme il y en a beaucoup en Occitanie, il y a certains bateaux qui ont l'agrément déjà des affaires maritimes. Excusez-moi. Ils ont signé un pacte avec les inspecteurs des affaires maritimes, les inspecteurs de navigation, en fait, qui ont agréé, mettons, une barge de 8 mètres open avec un rebord comme ça, qui ont dit, bon, mais ça, c'est toujours les mêmes plans, toujours les mêmes bateaux, nous, on l'agrée. Donc, si vous achetez un bateau comme ça, il va déjà avoir son agrément. Mais dans tous les cas, il faut vraiment demander à la DIRM avant. D'accord. C'est parce qu'il y a vraiment des cas particuliers, il faut être sûr, autrement, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Ok. Merci. Merci à vous. Alors, on a plusieurs questions. Non, quelqu'un voulait compléter? Non. Alors, je rebondis. Il y a une question sur la féminisation, je vais y revenir. Juste, je prends la question de monsieur Pierre Cabirol, qui est un peu dans la même veine que ce que disait monsieur Césarol. Je vous lis son commentaire et je le laisse intervenir s'il veut compléter. Je me renseigne sur un projet de pêche à la ligne sur voilier, entre parenthèses, même si ça fait beaucoup rire dans la région, et de valorisation des poissons par technique d'abattage ikejime, idéal pour la chair des sushis. Pour l'instant, tous les professionnels que j'ai rencontrés m'ont pris pour un illuminé. Voilà. Monsieur Cabirol-Pierre, est-ce que vous voulez compléter ou quelqu'un peut-il donner des informations sur ce sujet? Donc, pêche à la ligne sur voilier. Oui, moi, ça me fait pas rire. Pour moi, c'est pas un projet stupide. Après, donc la technique ikejime, elle est très bien au niveau gustatif. Par contre, le réel ikejime, pour moi, c'est quelque chose qui serait digne pour moi, c'est une technique extrêmement cruelle. Voilà, on va pas prendre d'images qui pourraient choquer. Pour moi, c'est une technique extrêmement cruelle qui ne respecte pas forcément la douleur animale. Donc moi, à titre personnel, je suis contre. Moi, mes poissons, je les fais atterrir en général dans une glacière où il y a un mélange de glace et d'eau. Donc, mettons le poisson vivant que je vais sortir de l'eau, donc au palangre.
il atterrit dans cette espèce de granito, vous savez, d'espèce de, bon, les verres de sirop qu'on achète pour les petits, là, avec de la menthe ou autre, et qui est un peu sirupeux, c'est un mélange de glace et d'eau. Et quand le poisson atterrit dans ce mélange de glace et d'eau de mer, où il n'y a pas de sirop de menthe, bien évidemment, il est saisi, il meurt instantanément, il fait une hypothermie, il est saisi, il blanchit, et après, il reprend ses couleurs. Et là, il n'y a pas de douleur animale. Pour moi, l'ITJME, comme c'est pratiqué, c'est une barbarie sans nom. Donc moi, à titre personnel, j'aime pas. Par contre, faire l'ITJME sur un poisson mort, on arrive à le saigner, c'est peut-être moins efficace, mais en tout cas, on ne torture pas un être vivant. Voilà. En ce qui concerne la pêche au voilier, en voilier, moi, je ne doute pas du tout qu'en voilier, on puisse faire à la traîne des poissons magnifiques. C'est parce qu'il n'y a pas le bruit du moteur, etc., etc., etc. Et j'avais connu quelqu'un qui était très fort à cette technique de pêche, un plaisancier qui le faisait pour lui, qui fabriquait ses leurres, etc., etc. Par contre, c'est peut-être pas évident d'arriver à en vivre, vu les contraintes qu'il y a sur la pêche professionnelle, vu les charges sociales qu'on doit payer, vu tout l'administratif de plus en plus pesant. Il faut qu'on soit vendeur, il faut qu'on soit pêcheur, vendeur de notre poisson, mécano, entretien du bateau, etc., etc. Secrétaire, pour répondre à toutes les contraintes administratives qui s'empilent sur nos pauvres têtes, etc., etc. Si en plus on sort à la voile, je pense que c'est compliqué. Donc, moi, je dis pas non. Je pense que ce monsieur a de l'expérience. Pour moi, c'est pas du tout stupide, mais ça risque de compliquer encore l'histoire. Mais s'il arrive à s'en sortir et à payer ses charges sociales comme ça, oui, bien sûr, c'est pas stupide. Je vais voir. À voir de quelle manière aussi, juste pour finir, à voir de quelle manière est-ce que la DDT-MDML accepterait de mettre un PME sur un voilier. Par contre, on a un jeune de notre démissionné de notre prénomie, mais qui était dans notre prénomie, qui avait fait un projet où il avait sollicité des aides européennes sur un catamaran de pêche pour mettre une voile automatisée et justement pour arriver à travailler un petit peu à la voile. Mais c'est au départ un bateau de pêche qui devait être équipé d'une voile automatisée. Rapport au Covid, les financements sont tombés pour le moment. Il va sûrement le représenter. Mais je pense que ça peut être un projet intéressant. Mais vu plutôt dans cette optique-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, allô? Oui, on vous entend, monsieur Cabirol, allez-y. Très bien, oui, donc effectivement, le souci principal dans la région, et enfin pas que dans la région, puisque je viens de passer une année en Bretagne, où aussi j'ai pu me renseigner sur le sujet, et donc le fait de trouver des voiliers de pêche, en fait, qui sont déjà validés et qui sont... comme vous venez de l'expliquer, ça c'est un des problèmes principaux qu'on peut avoir, quoi. Après, essayer de faire fabriquer un bateau, ben, vous connaissez les coûts et autres, donc voilà, moi c'était la plupart des projets que j'avais vus, c'était des projets qui mêlaient la pêche et aussi des parties associatives, par exemple, pour faire découvrir le métier, faire venir des gens en réinsertion et autres à bord des bateaux. Mais encore, ça nécessite aussi des formations et éventuellement du personnel et autres, et c'est quand même assez sporadique. Donc moi, ce que j'aurais aimé, enfin, je pense que vous avez répondu à mes questions, mais c'est vrai que par rapport à la pêche à la voile, c'est sur des problématiques environnementales et autres. Je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de freins aujourd'hui pour monter ce genre de projet. Donc, ça n'empêche pas de se renseigner, mais ouais, alors voilà. Et par rapport à l'IKJME, je me permets de dire que je pense qu'on n'a pas le même, chacun c'est sa vision des choses, mais effectivement pour moi ça me paraît moins cruel la façon d'abattage IKJME, le fait de mettre le poisson en vivier, le conserver et l'abattage en direct par un aiguillage me semble moins cruel que d'autres façons. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. Ok, merci. On a juste Benoît Guérin qui voulait ajouter quelque chose. Ouais, non, mais moi aussi, je trouve que c'est un projet qui est sympa, qui est quand même très très compliqué. Bon, alors si vous étiez en Bretagne, bon, moi j'étais en Bretagne auparavant, j'avais des copains qui avaient travaillé sur la rénovation du Biche à Lorient et qui est parti pour des sorties de pêche au Tangon au Germont. Il faut savoir quand même que voilà, la pêche bretonne et la pêche méditerranéenne, c'est très très différent. Donc l'aspect pêche, il est quand même pas évident. Je sais pas si c'est à la canne, si c'est à la traîne. À la traîne, ça me paraît pas hyper pêchant, mais je peux me tromper. À la canne, donc non, à la canne, oui. Ouais, à la canne, c'est autre chose. Même si on a des très très bons pêcheurs à la canne qui
malheureusement, encore une fois, équilibre avec du filet ou de la palangre, parce que la canne seule, ça devient très compliqué. Et je connais des très très bons pêcheurs à la canne. Voilà. Et le truc, c'est qu'effectivement, moi, à première vue, mais bon, après, vous avez déjà avancé sur le sujet, à première vue, je le vois bien dans le cadre d'une diversification, même si ça complexifie, où on propose des sorties mer en même temps, c'est-à-dire un peu la version pêche, guide de pêche. C'est des formules qui existent juridiquement. Je ne sais pas pourquoi en métropole ça pose problème, mais c'est des formules qui existent à la Réunion, par exemple, Oui. où le mec il peut être pêcheur, emmener des touristes, pêcher du poisson, vendre son poisson. Donc le truc, c'est que là, vous allez être un peu défricheur. Mais Oui. moi, je trouve ça sympa et il ne faut pas baisser les bras. Oui, effectivement, moi, les problèmes qu'on peut rencontrer par rapport à ce genre de projet, c'est effectivement que la plupart du temps, bon, déjà pour trouver des anciens pêcheurs qui peuvent apprendre la technique, parce que moi, je suis pêcheur à la canne, mais de façon amateur, hein, clairement. Et la plupart des projets qu'on peut trouver dans ce compte-là, c'est ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire c'est des gens qui vont faire du promène touriste pour aller attraper un thon ou un truc comme ça, donc ça n'a pas comment dire, c'est plus du touristique, entre guillemets, pêche amateur et autres, hein, que vraiment de la pêche professionnelle. Après, je suis bien conscient de toute façon que la pêche à la ligne ne suffit pas et qu'il faut varier en fonction des saisons et des prises, hein, donc la pêche au filet s'impose aussi, mais enfin, ou d'autres formes de pêche du moins. Mais c'est vrai que ce genre de projet-là est quand même souvent rabattu déjà par la complexité de la voile. Et donc, comme j'expliquais, moi déjà, un des gros problèmes, c'est effectivement de trouver des voiliers de pêche. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, on ne peut pas prendre un bateau, un voilier de plaisance et l'adapter en professionnel. Donc ça, c'est une aussi des principales freins. Mais en tout cas, merci pour vos réponses. Merci. Il y avait une question. Pouvez-vous nous donner votre éclairage sur la féminisation de ces emplois? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce sujet très intéressant d'ailleurs? Je crois qu'il y aurait peut-être Stéphanie, c'est ça? En tout cas, pour le Var, on n'a qu'une seule pêcheuse en activité. C'est vrai qu'il y a très très peu de femmes qui s'installent sur la profession de pêcheur. Et elle se débrouille bien d'ailleurs. Ouais. Elle vend son poisson, elle pêche bien, elle fait du bon travail et elle a une vision intéressante. On l'a eu en réunion au Lavandou il n'y a pas très longtemps. Et franchement, une belle démarche, une belle réflexion et puis une belle pratique. Donc pour moi, je pense que c'est tout à fait ouvert aux femmes, surtout qu'il y a une mécanisation quand même plus importante que par le passé. La pêche professionnelle, il y a 80 ans, les maîtres, c'était des Golgoth, ils étaient comme ça parce qu'ils faisaient tout à bras et parce que des filles en coton qu'il fallait débarquer, rembarquer, faire sécher, c'était très très compliqué. Aujourd'hui, ça reste compliqué, mais vu la dégénérescence globale de l'être humain, on est quand même aidé avec voilà, et c'est quand même moins physique. Donc je pense qu'une femme peut tout à fait être pêcheuse et que c'est très intéressant. Alors l'objet de ma question. Une autre approche. Oui, l'objet. Quand on fait des interventions auprès des demandeurs d'emploi ou des jeunes, hein, parce qu'on intervient aussi dans les collèges et les lycées depuis quelques années, c'était aussi pour donner les goûts aux filles de s'orienter vers ces métiers-là, qui ne sont pas a priori très féminins, hein, puisque vous venez de me le confirmer. C'est un petit peu de donner si vous rencontrez une femme, qu'est-ce que vous lui diriez, par exemple, pour lui donner envie de faire votre métier? Exactement la même chose qu'un homme. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, j'allais dire la même chose. On lui dirait la même chose. Je voulais juste. Enfin bon, voilà. Après, c'est un métier de passion et je doute pas que cette passion des femmes puisse l'avoir. Bon, et ce que disait Pierre, c'est que c'est pas un métier de force, c'est plus du tout un métier de force, c'est un métier en revanche de résistance, et là je pense pas qu'on soit mieux placé par rapport aux femmes par rapport à ça. C'est un métier de résistance à certaines occasions, de ténacité effectivement, de persévérance, mais alors là on n'a rien à montrer aux femmes, donc moi je dirais la même chose, c'est la passion au départ, quoi.
Ok, Madame Fabienne Battesti, vous disiez que vous faisiez de la sensibilisation, c'est dans quel cadre? Alors, c'est la semaine de la mer. J'ai beaucoup de collègues Sylvie Borel, qui est connue par D'accord. certains d'entre vous. Je fais partie du Pôle emploi de la Ciotat. Donc, depuis quelques années, on participe à la journée de la mer et on intervient dans les collèges. Bon, pas cette année, malheureusement, à cause de ce qu'on sait tous. Mais au niveau des collèges et des lycées, effectivement, on fait découvrir aux jeunes les métiers de la mer, l'économie bleue, justement pour susciter des vocations, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, les gens ne connaissaient pas forcément. Et même nous qui sommes à la Ciotat, on est surpris de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent même pas les chantiers, enfin, qui sont jamais allés les visiter, etc. Donc c'est aussi notre mission hein, de faire découvrir avant d'accompagner vers le métier, de le faire découvrir. C'est dans ce cadre-là en fait, qu'on intervient. Très bien, merci. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, vous avez. Moi, je voulais rajouter aussi un truc que je voulais dire qui m'est venu après, c'est que les femmes au niveau intuition sont quand même beaucoup plus reliées que nous. Et la pêche, c'est vraiment un métier. Ben oui, vous avez des antennes sur la tête, hein, un peu comme les langoustes. Et donc, en fait, en étant plus reliés que nous, je vois que vous vous reconnaissez. En étant plus reliés que nous, vous pouvez. C'est vraiment un métier d'intuition aujourd'hui. Hein. Il y a un métier bon, c'est un métier de pratique, il y a des règles générales. Ces règles générales ne sont jamais vraies de manière absolue. Et c'est toujours la mer qui change en permanence. Il y a une grosse partie d'intuition qui est une reliance au milieu. Donc, pour moi, une femme, elle est mieux équipée que nous à ce niveau-là. Nous, on n'a pas d'antenne sur la tête, en principe. Et par contre, pour rebondir sur les propos de Madame à la Ciotat, vous avez Gérard Carodano, qui est un ami et qui forme beaucoup de gens, qui embarque régulièrement des jeunes sur le bateau, etc., etc., etc. Et je ne sais pas si vous travaillez déjà avec lui, vous le connaissez? Qui ne connaît pas Gérard Caron? Exactement. Il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens et il continue. Un personnage. Très bien, merci. Et en tout cas, on va travailler avec lui de toute façon. Et avec son fils également. Super. Ah, donc peut-être que la question de la féminisation du métier peut être aussi quelque chose, je ne sais pas si la Touline ou si le CRPEM a déjà des études dans ce sens, mais ça pourrait être des projets en effet intéressants d'avoir plus d'informations sur cela. Je laisse maintenant la parole à monsieur Vincent Villard qui voulait poser une question. Alors, on ne vous entend pas, monsieur Villard. Je vois que votre micro est ouvert. Allô? Alors, en attendant monsieur Vincent Villard, il y avait juste une question au niveau des statuts et des frais des pêcheurs auxquels Benoît Guérin a répondu. Donc, les statuts, ça passe par l'ENIM, hein, le régime social. Et les frais, c'est environ 1 600 € par trimestre pour une 5e catégorie. Voilà, monsieur Villard Vincent, je ne sais pas si on vous a récupéré votre temps. Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas. Ouais, super. Donc voilà, bonjour. Donc moi, c'est Villard Vincent, donc 22 ans. Je suis inscrit maritime depuis 2014. Donc je suis rentré au lycée de la mer à 7 et j'ai décroché donc un capitaine 200 et un capitaine 500. Il arrive aujourd'hui donc la période où il faut que je revalide mes diplômes, entre autres le CFBS. Voilà, et puis donc ma question, donc pas forcément tournée sur la pêche, mais sur tout le secteur maritime pour tous les marins. Je me pose la question donc de savoir si le CALI, donc le feu 2, prend le dessus donc sur le CQBLI feu 1 lors de la revalidation. Est-ce qu'il faut repasser le feu 1 ou est-ce que le feu 2 qui est encore valide pour mon cas prend comment dire le relais quoi. Comme le médical 1. Le médical 2, je sais qu'il prend le relais sur le médical 1. Ma question, c'est pareil donc pour le feu, pour le CALI. Alors, qui peut répondre à cette question? Peut-être Laura de la Touline ou le CDPEM? Je sais pas. Oui, Pierre, je pense. Ouais. Pierre? Absolument pas. Peut-être. Ce monsieur est beaucoup plus calé que moi. Moi, j'ai passé un capacitaire en 93 et
Et je pense qu'en plus, à la pêche, cette revalidation des diplômes, enfin, je parle à la pêche, hein, non pas au commerce, est complètement illégale. C'est-à-dire que ce qu'on nous impose est illégal. C'est parce que pour moi, on est en eau nationale et c'est un abus de pouvoir de l'administration. Voilà, ça, c'est mon sentiment propre. Donc, je ne peux pas vous répondre. Vous êtes beaucoup plus calé que moi. Vous On va devriez faire une réponse, je crois, avec l'association La Touline Sabine. Oui. Ah. Alors, personnellement, je pense que Monsieur Villard a même plus de connaissances que moi, mais j'ai la chance d'avoir une super équipe qui est actuellement aussi connectée et qui nous suit sur ce webinaire. Donc, ma collègue nous dit « Base incendie doit être revalidée, si revalidation incendie avancée ». Je pense que le plus simple, Monsieur Villard, c'est que vous nous contactiez directement à La Touline et avec mes collègues, on pourra répondre à cette question qui est plutôt pointue. Très bien, mais je vous remercie. Je vous adresse un petit mail alors. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que j'ai fait le tour des questions du chat, mais n'hésitez pas à me dire si jamais j'en avais oublié ou à intervenir directement. Alors moi, je veux bien revenir sur la femme dans l'entreprise maritime. Si jamais donc il y a de jeunes femmes qui nous écoutent, donc moi j'ai 22 ans, j'ai une très bonne amie donc qui est dans la même tranche d'âge que moi et qui a trouvé du travail dès sa sortie d'école donc à la pêche dans le Var. Elle a toujours très bien assuré, elle se régale, ça lui plaît. Après elle a donc aujourd'hui elle est même au commerce, elle a les liaisons ferry Marseille-Corse. Elle assure aussi très bien son travail, elle est très compétente, voilà. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui oui c'est un secteur qui est ouvert vraiment à tous et toutes. Écoutez, on a perdu Marina. Je sais pas si encore je suis là, je n'ai pas d'autres questions, donc je laisse les interventions venir à elles-mêmes ou compléter s'il y a besoin. Non, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'était donné 1 heure, 1 heure et demie de time, 1 heure et demie, 2 heures de timing. On a dépassé l'heure et demie. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut conclure là. J'aurais une question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ouais. Monsieur Cabirol, donc désolé, moi j'aurais une question par rapport aux validations d'heures de navigation. Donc là, moi, je suis en train de passer la formation matelot-pont. Donc vraiment le tout début, je vais être un petit bébé dans le métier, comme on pourrait dire. Et donc, je voudrais savoir juste une question assez facile. Quels sont aujourd'hui vos pronostics par rapport au coronavirus et aux crises sanitaires? Est-ce que vous avez des problèmes pour recruter des gens dans le milieu? Parce que bon, pour l'instant, moi, je m'étais dirigé histoire de valider les heures et pouvoir passer mon capitaine éventuellement l'année prochaine. J'avais trouvé dans le tourisme, mais là, ça c'est complètement bloqué. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, donc est-ce que vous avez des soucis pour recruter ou est-ce que ça peut poser problème par rapport aux crises sanitaires et autres? Vas-y Pierre. Le souci, en fait, nous, comme ça a été dit à plusieurs reprises, la majorité des entreprises de pêche, c'est un bateau avec un patron qui navigue à bord seul. Tout simplement parce que ça fait moins de frais, moins de complications. Et puis, on aime, mais c'est vrai qu'on a mais comme l'a dit Benoît, là, il y a une énorme différence entre la pêche en Bretagne et la pêche en Méditerranée. La Méditerranée, c'est pas toujours un lac, loin de là, comme croient certains Bretons. C'est une mer qui change très, très vite. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, on peut se prendre un gros coup de mauvais temps et même se retrouver dans une mauvaise posture, surtout avec le changement climatique. Mais par contre, la Bretagne produit beaucoup plus de poissons. Donc, ils le vendent moins cher, mais ils produisent beaucoup plus. Nous, on produit peu, on a des eaux très claires, donc on pêche moins de poissons et en général, on aurait tendance à s'en sortir mieux seul. Donc, il y a très peu de gens qui travaillent avec un matelot. Il y en a, mais très peu. Donc, je ne suis pas certain que vous allez trouver facilement un embarquement à bord d'un pêcheur. Il y a aussi un souci. L'État a mis en place, bien sûr, c'est toujours pour nous aider, pour nous simplifier la vie. En réalité, c'est exactement l'inverse. Il nous a rajouté une couche d'emmerde supplémentaire sur la tête, avec le passage à la DSN, déclaration simplifiée nominative.
C'est-à-dire en traduction réelle, c'est tout pour emmerder les pêcheurs. Donc aujourd'hui, quand vous employez un matelot, vous êtes obligé d'être client d'un cabinet comptable qui a un logiciel agréé qui coûte 4 000 € pour que ce monsieur puisse vous faire une fiche de pêche adéquate qui pourra être envoyée sur le site de l'URSSAF. Parce que maintenant, l'URSSAF Poitou-Charentes regroupe tout, en fait, regroupe les NIM et l'URSSAF, et après redistribue, si j'ai bien compris. Donc, ça complique vraiment l'histoire. C'est la volonté de compliquer la vie. Donc, oui, ok. Peut-être si je peux ajouter, parce que j'ai écouté d'une oreille, je suis désolé, mais je crois qu'il y avait une question sur le coronavirus, non? C'est ça, sur l'impact de la pandémie sur le métier? Oui, bien sûr, et par rapport au recrutement éventuel dans le secteur, oui. Ben non, en tout cas, l'impact, il est, je pense, plus faible à la petite pêche que sur d'autres segments de pêche. Pourquoi? Parce qu'on a une vente directe et que cette vente directe, elle a plutôt séduit, elle séduit plutôt pas mal les gens au moment. Et ça s'est renforcé par le confinement, c'est-à-dire que les gens, ça leur donnait une occasion de venir au port, d'acheter leurs poissons, d'être dehors. Et ça a renforcé comme plein de filières en circuit court alimentaire, hein, ça a renforcé un peu et l'image et puis l'attrait du producteur, enfin de cet achat en circuit court. Après, anecdote, mais enfin bon, pas désagréable, en période de confinement, il n'y a que les militaires et les pêcheurs en mer, donc c'est pas toujours désagréable, hein. Même si voilà, on comprend bien que la mer, ça fait envie à beaucoup de monde, donc c'est un espace qui est à partager, mais c'est pas désagréable de pouvoir être tranquille aussi. Et voilà, sur l'impact sur le recrutement, non, je pense que quand il y a quelqu'un à bord, il y a quelques petites règles, mais bon, de toute façon, sur un bateau, c'est assez la promiscuité. On va dire, les distances ne peuvent pas nécessairement être respectées, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même le droit de prendre quelqu'un à bord. Oui, non, moi je suis artisan de formation et je suis donc en reconversion et je me doute bien que la promiscuité n'est pas trop un souci, mais non, c'était juste par rapport aux éventuels recrutements pour pouvoir trouver un embarquement en fait. Donc vous m'avez tous les deux plus ou moins répondu en fonction de la spécificité de la pêche locale qui est quand même beaucoup plus basée sur un pêcheur à bord d'un bateau, donc voilà, et les complications pour embaucher, c'est pas que dans la pêche, c'est un peu partout. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup. Et juste, encore une fois, Pierre vous a dit, c'est très compliqué de trouver un embarquement. C'est-à-dire que généralement, les formules qu'on a, c'est justement la reprise d'une exploitation, d'un bateau. Et là, encore une fois, le dispositif que je connais un peu pour l'avoir vu dans d'autres régimes, il permet de faire le test sans être déjà pieds et poings liés, même si là, le but, c'est bien la reprise d'activité et la revente du bateau, mais c'est aussi pour le repreneur un test. Oui, bien sûr, c'est des projets à longue durée, donc j'imagine bien, voilà, moi comme je vous dis, je suis en train de passer le matelot-pont, donc c'est vraiment un projet que je monte sur plusieurs années, là, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. C'est bien, il y a Michael qui voulait intervenir. Bonjour à tous. Alors, cette réunion me convient. C'était pour savoir si qu'est-ce qu'il y avait comme opportunité dans mon secteur entre Martigues et le Gros du Roi, s'il y avait des possibilités pour reprendre des activités. Alors, je réponds. Sur Martigues et Gros du Roi, dans le cadre du projet, c'est pas vraiment le territoire. Ceci dit, on l'a inclus. Le seul truc, c'est que les candidats, pour l'instant, sont en cours au niveau de la pêche. Il y en a. Ça c'est certain. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec la prud'homme de Martigues, justement pour faire un point avec eux. C'est la particularité du projet, comme il est expérimental, que c'est des fonds européens. Enfin, je vous passe toute la complication. On a un territoire obligé qui part de l'Estat jusqu'à Sainte-Maxime. Ceci dit, on est allé beaucoup plus loin puisqu'on est allé jusqu'à Saint-Raphaël. Et j'ai inclus aussi la zone de Martigues parce que comme l'a présenté le comité régional des pêches, il y a énormément d'unités. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à
en contact avec moi et je crois qu'on a votre mail dans l'inscription. Hein. Je vous ferai part des candidats qui sont sur ce secteur-là, parce que il y en a, parce que des retraités, ben, aussi il y en a, et il y a des gens qui sont intéressés. D'accord. Parce que moi, je suis sur le secteur de Arles, donc je ne suis pas proche de la côte, mais ça me laisse une zone géographique à peu près de Martigues jusqu'au Gros-du-Roi. D'accord. Écoutez, et voilà. Écoutez, de toute façon, j'ai votre mail dans l'inscription. Je l'ai noté. Je reviendrai vers vous rapidement. En plus, Martigues la prud'homie très impliquée dans la formation, etc. Donc, je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant. D'accord. Merci. Je vous en prie. Et est-ce que vous pensez que c'est réalisable avec un budget de 5 000 € de pouvoir reprendre une affaire? 5 000 € peut-être pas, mais je pense qu'il y a peut-être après il y a peut-être l'intérêt de tester, de voir avec un patron pêcheur, de commencer par un parrainage et un accompagnement pour la reprise. Après, dans le cadre du projet, nous, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est vous aider à monter votre business plan, parce que si vous avez une somme que vous pouvez investir, vous pouvez aussi voir les différentes aides. Vous pouvez aussi présenter des dossiers de financement auprès de banques. Hein. On a contacté le crédit maritime, etc., qui sont prêts à jouer le jeu. Et ça, c'est un peu l'objectif du projet, c'est-à-dire que vous vous mettez en relation avec le retraité, vous voyez un peu, vous voyez vous si vous avez l'âme, la posture, la passion, etc., ce que fait le bateau, qu'est-ce qu'il pêche, comment il le vend, etc. Et de montrer en fait votre plan d'entreprise pendant que vous faites ce parrainage-là. Et après, d'arriver à savoir, est-ce que je fais un crédit, comment je le rembourse, que si le bateau il a du palang, il a du filet, un bien comme ça, c'est telle variété de poisson à tant de kilos qui est vendu tous les jours en fonction des saisons, ça me rapporte tant, ça me demande d'investir tant, donc j'ai une rentabilité de tant, la région peut compléter. Voilà, c'est ça aussi toute cette innovation que l'on veut apporter quand je vous disais les nouvelles compétences, nouveaux savoirs, etc. Oui, parce que là, j'ai aucune visibilité de savoir combien on pêche par jour, combien ça coûte par mois. Ouais. Mais moi, se donner un ordre d'idée. Parce que on peut donner des ordres de grandeur, mais il y a tout. C'est la pêche, c'est aléatoire. Voilà. Non, mais puis en plus entre les bateaux, entre ceux qui travaillent bien, ceux qui ont le métier, ceux qui ont le matériel, ça va de 1 à 10. Mais je vais donner quelques chiffres qui valent ce qu'ils valent, et peut-être que Pierre complétera. Mais si on veut un bateau à la petite pêche avec un minimum de matériel, parce qu'on ne peut pas commencer nu avec juste son bateau et pas de matériel pour pêcher, sachant que les filets, comme disait Pierre, ça coûte plus cher que la palangre, mais la palangre, je dirais, c'est plus dur. En tout cas, ça demande plus d'apprentissage et de savoir. Mais j'allais dire, moi, je dirais c'est une enveloppe de 30-40 000 €. Un banquier, il vous demande 20% généralement. Donc voilà, 20% de 40 000, ça fait 8 000 €. Sauf que quand on présente un dossier, comme dit Rémi, il y a plein d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que le banquier qui va vous voir, qui va voir que vous êtes accompagné par un patron, par un professionnel, et si en plus il le connaît, tout ça, ça vient crédibiliser votre démarche. Après, au niveau des chiffres d'affaires, le comité régional suit ça. Mais allez, je vais dire, selon les bateaux, on va de 40 000 € de chiffre d'affaires, c'est des données plus ou moins publiques, à 80 000, 90 000. Après, quand on passe au thon sur des bateaux plus lourds, avec plus d'investissement, on peut aller au-delà. Mais ça, c'est des chiffres d'affaires. Donc allez, vous divisez par 2. C'est la pêche. Vous divisez par 2 et c'est plus ou moins moyennant, vous avez déjà payé, déjà investi, encore des dettes, etc. Mais allez, entre 40 et 80 000 € de chiffre d'affaires, c'est ce qu'un bateau à la petite pêche fait sur nos territoires. Vous divisez par 2 et vous avez à peu près ce qui peut vous rester dans la poche. C'est vraiment des grandes tendances. Ne me demandez pas d'être plus précis, et Pierre peut me contredire. D'accord. Non, mais ça fait plusieurs années que j'ai ce projet en tête. Je regarde beaucoup les ventes de PME qu'il y a sur Internet, sur le Bon Coin, tout ça. Et des fois, j'arrive à avoir des bateaux à 20 000, 25 000 qui n'ont pas l'air trop mal.
Et après, c'est pas dans Il faut mon que vous secteur rajoutez géographique, c'est ce qui me bloque pour l'instant. le quoi, pardon? C'est pas dans mon secteur Ah ouais, ouais, géographique, ouais, ouais. c'est ce qui me bloque pour Et l'instant. puis il faut 20-25 000, c'est effectivement le bateau. Il faut toujours, hein, mais ça, c'est, il faut toujours prévoir. Pas le pire, mais être un peu négatif quand on fait son projet, parce que si on va en estimant le moindre coût, on va se planter, parce qu'il va y avoir des coûts qui vont apparaître qu'on n'a pas prévu. Un problème d'hydraulique, un problème de moteur, un truc, des frais supplémentaires. 20-25 000, moi, ça correspond à ce que je veux dire, c'est-à-dire que derrière, vous allez rajouter, je ne sais pas, un peu de, je dis n'importe quoi, un peu de transport, un peu de carénage, un peu de travail de mécanique et du matériel de pêche, et voir une roue, une vireuse à bande ou je ne sais pas quoi, et donc vous êtes sur une enveloppe de 40. Après, c'est des ordres de grandeur, mais voilà, 30, 40, et surtout, il faut prévoir l'imprévu, ce qui est très compliqué, mais il faut se donner une marge, parce que sinon, si on se met vraiment déjà comme ça en commençant, après ça peut vite casser, quoi. D'accord. Bon, mais merci des renseignements. Merci. On a une question de Monsieur Cabirol à nouveau. Une question sur la transition énergétique. Existe-t-il des projets, des financements pour passer à des motorisations thermiques à électrique ou autres de type hydrogène? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professionnel? Moi, je peux apporter 6 éléments de réponse. J'avais voulu, sur mon ancien bateau, donc celui que je vends actuellement, le passer en électrique, dans un souci justement écologique, parce que je suis écologiste. Le problème, donc j'avais trouvé une société qui faisait ça, c'était c'était 1,8 tonne de batterie pour avoir l'autonomie que je voulais. Donc, je serais parti au fond direct. Et si je rajoutais 40 000 euros, c'était batterie au lithium, donc je divisais par 2 mon poids. Donc, c'était absolument pas réaliste. Après, ça a dû sûrement évoluer. Donc, j'espère que ça évoluera. Pour moi, l'avenir, ça serait l'hydrogène, mais il faut voir de quelle manière le faire. Des voiles d'appoint, ça marche très bien aussi. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est pas très simple. Il y aura sûrement beaucoup de subventions là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a un des pêcheurs de chez nous qui a fait un projet qui, pour l'instant, a été retoqué, mais qui va peut-être se faire un jour. Voilà, c'est pas. En France, on n'est pas très pointu sur l'écologie. C'est souvent une écologie d'intérêt et une écologie un peu bidon, malheureusement. Non, je peux rajouter que normalement, dans les prochaines programmations des fonds européens, ça va être une priorité, la modernisation des bateaux et les énergies non polluantes. Il y a beaucoup de chantiers qui sont pensés. Après, de ce que je sais, ça reste compliqué dans la mise en application. Pour des questions que vient de souligner Pierre, c'est qu'un bateau de pêche est un bateau de pêche, donc l'utilisation, ça pose beaucoup de questions, mais ça va faire normalement partie des enjeux futurs. C'est à suivre. Ouais, après, voilà, aujourd'hui, il y a une question de taille aussi, hein, des bateaux. C'est, enfin, moi, de ce que je connais, mais je ne me suis pas renseigné comme Pierre, mais sur un petit bateau, c'est quand même très compliqué de passer à des motorisations différentes. Il me semble, il y a quand même une taille critique. Alors, la technologie va évoluer, hein, c'est sûr, hein. On sait que c'est des questions qui vont de plus en plus se poser. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, nous, on peut vous dire ce qui marche, enfin ce qui marche en tout cas, ce qui permet de faire vivre quelqu'un à la pêche. Des projets, il y en a toujours plein, mais j'allais dire, il faut quand même aller un dosage entre l'envie, enfin le projet, parce qu'ils sont super intéressants, tous ces projets, et le fait quand même d'arriver à faire chauffer la marmite, c'est l'image, mais le soir, quoi. Après, comme dit Rémi, hein, il y a des autres modèles financiers, c'est-à-dire qu'on peut ne pas vivre que de la vente de son poisson. On peut monter des projets, trouver des financements autres. Tout ça, c'est possible. Ça demande quand même d'autres compétences, d'autres accompagnements, c'est du montage de projets. Mais voilà, il faut savoir comment à la fin du mois, quand même, on se tire un salaire de tout ça, quoi. Merci. Quelqu'un veut ajouter autre chose? J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour des questions. Rémi?
Non, écoutez, si on arrive au bout des questions, on arrive aussi au bout de ce webinaire-là. Écoutez, en conclusion, moi, d'abord, je remercie énormément les intervenants pour vos témoignages qui étaient très parlants. On a couvert, je pense qu'on a couvert vraiment toute la dimension qu'on voulait, en fait, sur la pêche artisanale et sur les possibilités qu'il y a, quoi. On voulait un peu dépasser un peu, des fois, les images un peu négatives, entre guillemets, rapides qu'on peut trouver dans les médias, tout simplement pour vous dire, ben voilà, dans la pêche artisanale, il y a vraiment de l'avenir, quoi. Il y a tout un enjeu à assumer pour demain. Il y a les transmissions, les pêcheurs, ben, les témoignages ont été parfaits, donc vous avez pu voir le dynamisme qu'il y a, l'intérêt de la profession pour son devenir. Donc voilà, nous, on a essayé de bâtir ce projet-là pour vous engager, pour permettre à des personnes de reprendre le relais avec des retraités. Donc pour conclure, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On a vos contacts. On vous enverra un petit mail pour avoir nos coordonnées, des éléments aussi sur le projet, diffusés autour de vous. C'est un peu compliqué en situation de coronavirus pour rencontrer les personnes, etc., parce qu'on est obligé d'inventer, de trouver de nouvelles formules de communication entre les êtres humains par webinaire sur des métiers où les pêcheurs en général, il faut les voir, il faut aller sur le terrain. Mais écoutez, on s'adapte. Monsieur Mika, je reviendrai vers vous, mais voilà, faites circuler l'information. Il y a des possibilités. Nous, comme disait Benoît, on a réuni toutes les parties prenantes, ceux qui peuvent intervenir, financer. On a même des restaurateurs aussi qui recherchent certains types de poissons peu prisés au niveau de la commercialisation. Voilà. Et donc, les possibilités, elles existent. Sous forme de parrainage, on y croit. Sur les pêcheurs passionnés comme Pierre, qui peuvent, vous témoigner, vous donner toute sa passion, son savoir, ses connaissances. Nous, de l'autre côté, pour vous accompagner sur les ateliers de formation. Et on espère, écoutez, que ça permettra un peu de renouveler la génération, de susciter des vocations, aussi bien des hommes que des femmes. Ça, on l'a bien tenu, on l'a bien intégré aussi. Et puis, voilà, ce dispositif est expérimental. C'est aussi les conclusions qu'on aura aussi avec les affaires maritimes pour essayer de voir comment, pour la Méditerranée, pour la pêche artisanale, on peut mettre en place des dispositifs un peu plus faciles, un peu plus adaptés, je dirais, aux besoins du secteur. Voilà, en conclusion, ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci beaucoup à tous de votre participation. J'ai passé un bon moment avec vous. Même qu'avec Pierre et Benoît, on se connaît, on apprend toujours des choses lors de ces événements-là. Et puis écoutez, c'est bientôt midi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon appétit.